La robe sentait encore les fleurs fraîches, un mélange entêtant de pivoine et de rose blanche, qui semblait désormais l'étouffer. Élise passa une main tremblante sur la soie ivoire qui cascade le long de ses jambes, froissant légèrement le tissu immaculé. Elle était assise au bord du lit immense, dans cette suite luxueuse de l'hôtel Negresco à Nice, face à la mer Méditerranée plongée dans l'obscurité. Pourtant, elle n'avait jamais ressenti un tel froid. Adrien, lui, se tenait près de la porte-fenêtre entr'ouverte, le dos tourné. La brise marine gonflait les rideaux de velours lourd, mais il restait immobile, telle une statue sculptée dans la glace. Il avait retiré sa veste de costume, révélant une chemise blanche parfaitement ajustée qui soulignait la raideur de ses épaules. Depuis qu'ils avaient quitté Paris, il avait évité le moindre contact physique avec elle. Pas une main effleurée, pas un regard soutenu. Lors de la cérémonie, quelques heures plus tôt, ses lèvres avaient à peine touché la joue d'Élise au moment fatidique. Un baiser aussi sec et impersonnel qu'un sceau apposé sur un document notarié. Car c'était bien de cela qu'il s'agissait. Un contrat, une fusion, une alliance stratégique entre des capitaux et une réputation, où les cœurs n'étaient que des dommages collatéraux. Élise ferma les yeux, revoyant en flash la petite boulangerie de la rue de Ménilmontant. L'odeur du pain chaud, le rire sonore de sa tante Claire, les clients habitués qui l'appelaient par son prénom. C'était son monde, un monde de chaleur, de farine et de sourires sincères. Elle avait tout quitté pour sauver ce monde-là, acceptant ce mariage arrangé par des dettes familiales obscures et des promesses de stabilité financière que les Marshall avaient fait miroiter à sa famille. « Tu devrais te changer », dit soudain Adrien. Sa voix était grave, dénuée de toute inflexion émotionnelle. Il ne s'était pas retourné. Il fixait l'horizon noir, un verre de whisky intact à la main. Élise sursauta légèrement. « Je ne savais pas si nous allions dîner », bégaya-t-elle, se sentant stupide dans cette robe de princesse qui ne lui appartenait pas vraiment. « Je n'ai pas faim », coupa-t-il sèchement, « et je doute que tu aies l'appétit pour célébrer quoi que ce soit. » La brutalité de ces mots la frappa de plein fouet. Ce n'était pas une méchanceté gratuite, c'était pire. C'était de l'indifférence. Pour Adrien Marshall, héritier de l'empire technologique Marshall Innovation, elle n'était qu'une variable dans une équation complexe résolue par son père. Il avait grandi à Lyon, entre des tours de verre et des conseils d'administration. Elle avait grandi à Belleville, entre les pavés et les étals de marché. Ils venaient de deux planètes différentes, qui venaient d'entrer en collision, et le choc était silencieux, mais dévastateur. Elle se leva, le bruissement de la soie résonnant trop fort dans le silence de la chambre. « Adrien », osa-t-elle, tentant de briser la muraille invisible qu'il avait érigée. « Nous sommes mariés maintenant. Peut-être pourrions-nous au moins essayer de nous parler, de faire en sorte que ce ne soit pas insupportable ?» Il se tourna enfin. C'était un homme d'une beauté intimidante, aux traits aristocratiques et au regard d'acier. Mais ses yeux, en se posant sur elle, ne trahissaient aucune curiosité, seulement une fatigue lassée. « Élise », soupira-t-il en posant son verre sur une commode Louis XV, « ne rend pas les choses plus compliquées qu'elles ne le sont. Nos familles ont obtenu ce qu'elles voulaient, les papiers sont signés, la presse a eu ses photos. Le reste n'est que logistique. » Logistique. Le mot résonna dans l'esprit d'Élise comme une insulte. Elle avait rêvé d'amour autrefois, de promenades main dans la main le long de la Seine, de dîners aux chandelles improvisées. Elle se retrouvait dans l'un des plus beaux hôtels de la Côte d'Azur, avec un homme qui la traitait comme un dossier archivé. « Je vais dormir dans le petit salon », annonça-t-il en désignant la pièce adjacente. « Tu peux prendre le lit. » Il commença à défaire ses boutons de manchette, ses gestes précis, mécaniques. Il ne la voyait pas, il voyait une obligation qu'il venait de remplir. « Nous sommes en lune de miel, Adrien », murmura-t-elle, la gorge serrée. « Les gens vont poser des questions si... » Il s'arrêta et la fixa intensément, une lueur d'irritation traversant enfin son masque de marbre. « Les gens croient ce qu'on leur montre, Élise, et ce que je leur montre, c'est un couple parfait sur papier glacé. Ce qui se passe derrière ces portes ne regarde personne. Dors. La journée a été longue. » Sans un mot de plus, il prit sa valise en cuir, qu'il n'avait même pas pris la peine de défaire, et se dirigea vers le salon,
refermant la porte derrière lui, avec une douceur qui fit plus mal qu'un claquement violent. Élise resta seule, au milieu de la pièce immense. Le luxe autour d'elle semblait soudain oppressant. Les dorures, les tapis épais, les lustres en cristal. Tout cela n'était qu'un décor de théâtre pour une pièce tragique dont elle était l'actrice principale malgré elle. Elle se dirigea vers le miroir en pied. Son reflet lui renvoya l'image d'une jeune femme aux grands yeux noisettes, perdue dans une tempête de tulle. Elle défit lentement sa coiffure, laissant ses cheveux bruns retomber sur ses épaules, retirant une à une les épingles qui lui avaient donné mal à la tête toute la journée. En retirant son alliance pour se laver les mains, elle observa la gravure à l'intérieur. A-N-E pour l'éternité. L'ironie était mordante. L'éternité semblait être une condamnation à perpétuité dans une prison dorée. Elle se changea, enfila une chemise de nuit simple en coton qu'elle avait apportée de chez elle, un petit morceau de Belleville dans cet univers étranger, et se glissa sous les draps de satin froid. De l'autre côté de la porte, le silence était total. Elle tendit l'oreille, espérant entendre un pas, un soupir, n'importe quoi qui lui rappellerait qu'elle n'était pas seule au monde. Mais il n'y avait rien. Les larmes qu'elle avait retenues depuis la mairie commencèrent à couler silencieusement sur l'oreiller. Elle pleurait pour ses rêves perdus, pour sa liberté vendue, et pour cet homme de l'autre côté du mur qui avait décidé, avant même de la connaître, qu'elle ne méritait pas d'être aimée. Elle finit par sombrer dans un sommeil agité, bercé par le bruit lointain des vagues, sans se douter que le véritable cauchemar ne commencerait qu'au réveil. Car si la froideur d'Adrien était douloureuse, son absence allait être dévastatrice. Dans le salon, Adrien était assis dans le noir, son téléphone illuminant son visage. Il relisait un message, le visage crispé par une tension indéchiffrable. Il jeta un coup d'œil vers la porte de la chambre où dormait sa femme, une expression de conflit traversant brièvement ses traits avant d'être remplacée par sa détermination habituelle. Il verrouilla son écran, se leva et commença à préparer ses affaires, s'assurant de ne faire aucun bruit. Le contrat était rempli, il ne restait plus qu'à disparaître. Le soleil de la Méditerranée n'avait aucune pitié. Il inondait la suite nuptiale d'une lumière blanche et crue, traversant les rideaux que personne n'avait pris la peine de fermer hermétiquement. Élise s'éveilla lentement, clignant des yeux face à cet éclat agressif qui contrastait avec la lourdeur de ses paupières. Pendant une fraction de seconde, l'oubli bienheureux du sommeil la protégea. Elle crut être chez elle, dans sa petite chambre sous les toits de Belleville, attendant l'odeur du café de sa tante Claire. Puis, la réalité s'abattit sur elle comme une pierre. Le plafond mouluré, le silence épais, l'absence de bruit familier de la rue. Elle était à Nice, elle était mariée. Elle se tourna vers la gauche, un mouvement instinctif, cherchant une présence, ou du moins la silhouette de l'homme qui était désormais son époux. Sa main rencontra le drap de satin froid, lisse, intact. Personne n'avait dormi là. Un frisson désagréable remonta le long de sa colonne vertébrale. « Adrien » appela-t-elle, sa voix enrouée brisant le calme absolu de la pièce. Pas de réponse. Seul le bourdonnement lointain de la climatisation lui répondit. Élise se redressa, le cœur battant un peu trop vite. Elle rejeta la couverture et posa ses pieds nus sur le tapis moelleux. Peut-être était-il déjà levé, peut-être prenait-il son petit déjeuner sur la terrasse, regrettant sa froideur de la veille, prêt à recommencer sur de nouvelles bases. L'espoir, cette petite chose tenace et stupide, s'alluma brièvement dans sa poitrine. Elle traversa la chambre, poussa la porte du petit salon où il avait dit vouloir dormir. La pièce était vide. Le canapé était impeccable, les coussins gonflés, sans la moindre marque d'un corps qui s'y serait reposé. Sur la table basse, le verre de whisky de la veille avait disparu. Il n'y avait aucune trace de vie. C'était comme s'il n'avait jamais été là. Son regard fut alors attiré par le dressing entrouvert. La grande valise en cuir d'Adrien, celle qu'elle avait vue dans le couloir la veille, n'était plus là. Les penderies, d'un côté, étaient vides, les cintres se balançant doucement dans le courant d'air, squelettiques et nus. La panique commença à lui nouer la gorge. Elle courut presque vers la table de chevet, côté droit, là où elle avait posé ses propres affaires.
C'est là qu'elle le vit, un simple morceau de papier à en-tête de l'hôtel Negresco, plié en deux, posé avec une précision militaire sous la lampe. Ses doigts tremblaient en saisissant le papier. Elle reconnut immédiatement l'écriture, anguleuse, rapide, sans fioriture. C'était l'écriture d'un homme pressé, d'un homme d'affaires qui signe des contrats, pas celle d'un mari qui écrit à sa femme. Elle lut les quelques mots et le monde vacilla. « Ne te fais pas d'illusions, je devais juste respecter l'accord, je suis rentré. Ne me cherche pas. » Pas de signature, pas d'excuse, pas même son prénom. Élise relut le message une fois, deux fois, trois fois, espérant que le sens changerait, que c'était une blague cruelle, un malentendu. Je devais juste respecter l'accord. Elle se laissa tomber assise sur le bord du lit défait. Ce n'était pas un abandon ordinaire. C'était une répudiation silencieuse et chirurgicale. Il l'avait amenée ici pour sauver les apparences, pour que les photographes aient leur cliché de départ en lune de miel. Et il s'était volatilisé avant même que le soleil ne se lève. Elle était seule, à des centaines de kilomètres de chez elle, dans un hôtel hors de prix, avec pour toute compagnie le parfum des fleurs qui commençait déjà à faner dans les grands vases en cristal. Une larme, unique et brûlante, roula sur sa joue. Elle ne pleura pas à gros sanglots comme la veille. Cette fois, la douleur était trop profonde pour des larmes. C'était une sensation de vide, une honte brûlante qui lui colorait les joues. Comment allait-elle expliquer ça? Que dirait-elle à sa tante? Aux gens du quartier qui l'avaient félicitée avec tant d'enthousiasme? Regardez, c'est la petite Élise qui a épousé le prince charmant. Le prince charmant venait de la laisser tomber comme un vieux dossier encombrant. Elle resta prostrée pendant 1 heure, peut-être 2. Finalement, l'instinct de survie, celui qu'elle avait affûté dans les rues populaires de Paris, reprit le dessus. Elle ne pouvait pas rester ici. Chaque minute passée dans ce luxe insolent était une insulte supplémentaire. Elle se leva, ses mouvements automatiques, dénués d'émotion. Elle rassembla ses affaires, sa robe de mariée, ce tas de tissu blanc qui représentait désormais le plus grand mensonge de sa vie, fut plié sans soin et fourré au fond de sa valise. Elle s'habilla d'un jean et d'un pull simple, attacha ses cheveux en une queue de cheval stricte. Elle devait redevenir Élise Moreau. Madame Marchal n'était qu'un fantôme. Le moment le plus difficile fut la descente à la réception. Elle dut traverser le hall immense, sa valise à la main, sous les regards inquisiteurs du personnel. « Madame Marchal ?» s'étonna le concierge en la voyant approcher du comptoir. « Monsieur est déjà sorti? Vous avez besoin d'un taxi pour une excursion ?» Élise serra la poignée de sa valise jusqu'à s'en blanchir les jointures. Elle devait mentir, pour sa dignité, pour ne pas s'effondrer là, devant cet inconnu en livrée. « Il y a eu une urgence professionnelle. » mentit-elle, sa voix étonnamment stable. « Nous devons rentrer à Paris immédiatement. Adrien a dû prendre le premier vol. Je prends le train. » Le concierge haussa un sourcil, surpris qu'un homme comme Adrien Marchal laisse sa nouvelle épouse prendre le train seul le lendemain des noces. Mais il était payé pour ne pas poser de questions. « Bien sûr, madame. Je vais faire appeler une voiture pour la gare. » Le trajet en TGV vers Paris fut un long tunnel de grisaille. Dehors, les paysages défilaient, le bleu de la mer, puis les collines de Provence, et enfin les plaines agricoles. Mais Élise ne voyait rien. Elle fixait son reflet dans la vitre du wagon, superposé aux champs de blé qui filaient à toute vitesse. Elle revoyait le visage d'Adrien lors de leur première rencontre, 6 mois plus tôt. Il avait été froid, oui. Mais elle avait cru déceler une certaine solitude chez lui, quelque chose qui résonnait avec ses propres insécurités. Elle avait cru, naïvement, qu'avec le temps, la glace fondrait. Quelle idiote elle avait été! Il n'y avait pas de glace à faire fondre, c'était du granit. Lorsque le train entra en gare de Paris-Gare de Lyon, le ciel était couvert, lourd de nuages bas. Paris, fidèle à elle-même, semblait partager son humeur. Élise se fondit dans la foule des voyageurs, anonyme, invisible. Personne ne pouvait deviner qu'elle portait une alliance toute neuve au doigt et un cœur en miettes dans sa poitrine. Elle ne se rendit pas directement chez sa tante. Elle ne pouvait pas encore.
Elle erra dans les rues, traînant sa valise, jusqu'à se retrouver sur un banc du parc des Buttes-Chaumont, regardant le jour décliner. Elle prit une décision. Elle ne dirait rien. Pas tout de suite. Elle dirait qu'Adrien a été appelé pour affaires à l'étranger, qu'elle a préféré rester près de sa famille. Elle inventerait des mensonges pour couvrir son humiliation. Elle protégerait le secret de cet abandon, car l'avouer, ce serait admettre qu'elle ne valait rien aux yeux de l'homme qui lui avait juré fidélité. Elle ignorait encore que ce secret allait devenir bien plus lourd à porter. Elle ignorait que dans son ventre, une autre vie commençait déjà à tisser sa toile, une vie qui la lierait à jamais à l'homme qui venait de la détruire. L'automne s'était abattu sur Paris avec une rapidité surprenante, transformant les trottoirs de Belleville en tapis de feuilles mortes humides et glissantes. Pour Élise, le changement de saison accompagnait parfaitement la grisaille qui s'était installée dans son âme. Cela faisait maintenant 2 mois qu'elle était rentrée de Nice. 2 mois de mensonges tissés jour après jour, avec la précision d'une dentelière, pour masquer la béance de son abandon. « Tu es sûre que tu ne veux pas t'asseoir un peu, ma chérie? Tu es toute pâle. » La voix de tante Claire perça le brouillard qui semblait envelopper l'esprit d'Élise depuis le matin. Elles étaient dans l'arrière-boutique de la boulangerie, entourées par la chaleur rassurante des fours et l'odeur de levure. D'habitude, ce parfum était pour Élise synonyme de réconfort, une encre olfactive qui la ramenait à l'enfance. Aujourd'hui, il lui soulevait le cœur. Élise s'appuya contre le plan de travail fariné, tentant de stabiliser l'horizon qui tanguait dangereusement. « Ça va aller, Tata. C'est juste la fatigue. On a eu beaucoup de monde ce matin. » Claire l'observa par-dessus ses lunettes, un pli soucieux marquant son front. Elle essuyait ses mains sur son tablier, hésitante. « Et toujours pas de nouvelles d'Adrien? Ça commence à faire long, ce voyage d'affaires en Asie, non? Même pour un PDG ?» Le mensonge brûla la langue d'Élise, un goût acide qu'elle connaissait désormais trop bien. « Tu sais comment c'est, » répondit-elle, en détournant le regard vers les baguettes qui doreraient. « Il ouvre une filiale à Tokyo. Les négociations sont complexes. Il ne veut pas faire d'aller-retour inutile. Il ne t'appelle même pas ?» insista Claire, douce mais perspicace. « Le décalage horaire est terrible, » éluda Élise. Elle prétexta une commande à vérifier pour s'enfuir vers la réserve. Une fois seule, elle s'adossa contre la porte fermée et prit une grande inspiration. Ses mains tremblaient. Jusqu'à quand pourrait-elle tenir ce rôle? Les voisins commençaient à jaser. La Cendrillon de Belleville, qui passait ses journées à pétrir la pâte au lieu de siroter du champagne dans des cocktails mondains, cela paraissait suspect. Soudain, une nouvelle vague de nausées la submergea, plus violente que la précédente. Elle se précipita vers le petit lavabo au fond du couloir, aspergeant son visage d'eau glacée. En se regardant dans le miroir piqué de rouille, elle remarqua des cernes violacées sous ses yeux et une certaine tension dans ses traits. Ce n'était pas juste la fatigue, ni le stress du mensonge. Elle posa une main sur son ventre plat. Un calcul rapide se fit dans sa tête. Les dates, le retard, cette fatigue écrasante qui ne la quittait plus depuis 1 semaine. « Non, » murmura-t-elle, terrifiée. « Pas ça, s'il te plaît, pas ça. » À la pause déjeuner, prétextant une course urgente, elle fila à la pharmacie de la rue des Pyrénées, le col de son manteau relevé pour ne pas être reconnue. Elle acheta le test avec la furtivité d'une voleuse, le cœur battant à tout rompre. De retour dans le petit appartement qu'elle partageait avec sa tante, elle s'enferma dans la salle de bain. Les minutes d'attente furent les plus longues de son existence. Elle fixait le petit bâtonnet en plastique posé sur le rebord du lavabo, comme s'il s'agissait d'un engin explosif. Et puis, le résultat apparut. 2 lignes roses, indiscutables, irrévocables. Élise s'assit sur le carrelage froid, les jambes repliées contre sa poitrine. Le monde extérieur devint flou. Elle était enceinte, enceinte d'un homme qui l'avait rayée de sa vie comme une rature sur un brouillon. Enceinte d'Adrien Marchal. Une panique irrationnelle l'envahit. Que devait-elle faire? L'appeler? Elle imagina la scène. Elle composerait le numéro du standard de Marchal Innovation. Une secrétaire filtrerait l'appel. Peut-être qu'Adrien daignerait prendre la ligne, sa voix froide et distante, demandant ce qu'elle voulait. Elle lui dirait « Je porte ton enfant ». Et ensuite, il reviendrait peut-être, par devoir, par obligation,
encore une fois. Il lui donnerait de l'argent, un appartement, une nounou. Mais il la regarderait toujours avec ce même mépris glacé, cette indifférence polie qu'il avait brisée à Nice. Ou pire, la famille Marshall. Son sang se glaça. Les Marshall étaient puissants. S'ils apprenaient qu'il y avait un héritier, un enfant de leur sang, ils pourraient tout faire pour le récupérer. Ils avaient des avocats, de l'influence, de l'argent. Elle n'avait qu'une boulangerie et son amour. Ils pourraient lui prendre son bébé, le juger indigne d'être élevé à Belleville, l'arracher à ses bras pour l'élever dans la froideur de leur manoir lyonnais. Jamais, siffla-t-elle entre ses dents, une férocité nouvelle s'emparant d'elle. Elle se releva, jetant le test dans la poubelle et la recouvrant de papier. Cet enfant était à elle. Adrien avait renoncé à ses droits le matin où il était parti, sans un regard en arrière. Il avait choisi sa liberté, son entreprise, sa solitude. Il ne saurait rien. Élise posa de nouveau ses mains sur son ventre, mais cette fois, le geste était protecteur, possessif. Une chaleur étrange se diffusa en elle, chassant le froid de la peur. Elle n'était plus seule. Elle avait été abandonnée, oui, mais elle ne serait plus jamais seule. Elle décida alors de changer de stratégie. Le mensonge sur le voyage d'affaires ne tiendrait pas éternellement. Il fallait une rupture nette, une histoire crédible qui expliquerait pourquoi elle restait ici et pourquoi elle élèverait cet enfant seule. Ce soir-là, au dîner, elle attendit que sa tante verse la soupe pour parler. « Tata, j'ai eu Adrien au téléphone », mentit-elle d'une voix qu'elle s'efforça de rendre triste mais résignée. Claire s'immobilisa, la louche en l'air. « Ah, enfin, et alors, quand rentre-t-il ?»« Il ne rentre pas, Tata, pas pour moi. » Elle prit une profonde inspiration. C'était le moment de brûler les ponts pour construire sa forteresse. Nous nous sommes rendus compte que nous avions fait une erreur. Nos mondes sont trop différents. Il est malheureux, et moi aussi. Nous avons décidé de nous séparer, à l'amiable. Le visage de Claire s'effondra de compassion. Elle contourna la table pour serrer sa nièce dans ses bras. « Oh, ma pauvre chérie, je savais que ces gens-là n'étaient pas pour nous. Je le savais. » Élise se laissa bercer, fermant les yeux. Elle ne pleurait pas pour la fausse séparation, mais pour la vérité qu'elle cachait, la petite étincelle de vie qui grandissait en elle, secret absolu, trésor caché. « Je vais garder mon nom de jeune fille », murmura Élise contre l'épaule de sa tante. « Je veux redevenir Élise Moreau, juste Élise. Bien sûr, ma chérie, tu es chez toi ici. On s'en sortira, on s'en sort toujours. » « Oui, » pensa Élise, sentant une détermination d'acier se forger le long de sa colonne vertébrale. Elle s'en sortirait. Elle travaillerait dur. Elle économiserait chaque centime. Elle trouverait un autre travail s'il le fallait. Peut-être à la bibliothèque. Un endroit calme pour son bébé. Adrien Marshall pouvait garder ses millions et son silence. Elle aurait l'amour. Et cet enfant qu'elle aimait déjà d'une force violente ne connaîtrait jamais le froid du marbre, ni la solitude d'une chambre vide. Il serait un Moreau, un enfant du soleil et du pain chaud. Et personne, surtout pas son père, ne viendrait jamais le lui prendre. 3 années s'étaient écoulées, 3 années qui avaient filé à la vitesse de l'éclair pour l'une et qui s'étaient étirées avec une lenteur exaspérante pour l'autre. À Belleville, le mercredi après-midi, était sacré. C'était le jour des enfants, le jour où l'école laissait place à l'imaginaire. Dans la petite bibliothèque municipale de la rue des Pyrénées, l'air vibrait d'une excitation joyeuse. Dehors, le ciel parisien était bas et gris, typique d'un mois de novembre, mais à l'intérieur c'était un cocon de couleurs vives et de chuchotements impatients. Élise était assise sur un petit tabouret en bois peint, un grand livre ouvert sur les genoux. Elle n'était plus la jeune fille effrayée qui avait fui le Negresco. À 28 ans, elle dégageait une assurance douce, une force tranquille née de la maternité et de l'indépendance. Elle avait coupé ses cheveux un peu plus courts, un carré flou qui encadrait un visage où la fatigue se mêlait à la tendresse. Et alors, le petit ours regarda la lune et murmura, commença-t-elle, captivant son auditoire d'une dizaine de bambins assis en tailleur sur le tapis moelleux. « Je t'attendrai !» cria une petite voix enthousiaste au premier rang. Élise sourit, ses yeux noisettes pétillants de malice. «
C'est exact, Léo. Je t'attendrai. Son regard se posa sur le petit garçon qui venait de parler. Léo, son miracle, son secret. À 3 ans, il était d'une vivacité d'esprit qui l'épuisait et l'émerveillait chaque jour. Il avait hérité de ses cheveux bruns, épais et indisciplinés, mais le reste, chaque fois qu'Élise le regardait trop longtemps, son cœur se serrait. Léo avait la mâchoire carrée de son père, même si elle était encore adoucie par l'enfance. Il avait cette façon de froncer les sourcils quand il était concentré, une mimique si précise qu'elle en était troublante. Et surtout, il avait ses yeux, des yeux d'un gris-bleu perçant, couleur d'orage et d'acier, qui semblaient lire au fond des âmes. Les yeux d'Adrien Marchal. Élise chassa rapidement cette pensée. Adrien n'était qu'un souvenir, une ombre qu'elle avait réussi à tenir à distance. Léo était un Moreau. Il ne connaissait que l'amour de sa mère, les gâteaux de grand-tante Claire et les histoires de la bibliothèque. Il était heureux. C'était tout ce qui comptait. « C'est fini pour aujourd'hui, les enfants », annonça-t-elle en refermant le livre. « On se retrouve la semaine prochaine pour la suite. » Alors que les parents venaient récupérer leur progéniture, Léo se précipita dans les jambes d'Élise, l'entourant de ses petits bras forts. « Tu as vu, maman? J'ai su la réponse avant tout le monde. J'ai vu mon trésor. Tu es très attentif. Allez, va mettre ton manteau. Tata Claire nous attend pour le goûter. » Tandis qu'elle l'aidait à boutonner son duffle côte bleu marine, elle ne put s'empêcher de ressentir une pointe d'inquiétude, comme une vibration lointaine annonçant un séisme. C'était irrationnel. Tout allait bien. Personne ne savait. À 10 kilomètres de là, dans le quartier d'affaires de la Défense, l'ambiance était aux antipodes de la chaleur feutrée de la bibliothèque. Adrien Marchal se tenait debout, face à la baie vitrée de son bureau, situé au 35e étage de la tour Marchal. Paris s'étendait à ses pieds, une maquette grise et complexe, mais il ne la regardait pas vraiment. Il avait changé. À 32 ans, il était plus imposant, plus autoritaire. Les magazines économiques le décrivaient comme le visionnaire froid de la tech française. Sous sa direction, Marchal Innovation avait doublé son chiffre d'affaires, avalant des concurrents et s'implantant sur 3 continents. Il avait tout réussi. Et pourtant, il ressentait un vide sidéral. Ce n'était pas de la tristesse, se disait-il. C'était juste l'ennui, la solitude du sommet. Depuis son mariage raté, cet épisode qu'il qualifiait de formalité administrative avortée, il avait enchaîné les conquêtes sans lendemain, des relations aussi superficielles que le vernis de son bureau. Il ne laissait personne entrer. Il avait cru que c'était la liberté. Il réalisait peu à peu que c'était une prison. On frappa à la porte. « Entrez !» lâcha-t-il, sans se retourner. C'était Sophie, son assistante personnelle, une femme d'une efficacité redoutable qui gérait sa vie mieux qu'il ne le faisait lui-même. « Monsieur Marchal, le rapport d'audit trimestriel de la Fondation d'entreprise est prêt. Vous aviez demandé à valider personnellement les lignes budgétaires Action locale cette année. » Adrien soupira et se tourna vers elle, prenant le dossier épais qu'elle lui tendait. Il avait décidé de s'impliquer davantage dans la fondation créée par son père, cherchant peut-être à donner un sens à l'accumulation de sa fortune. Il s'assit dans son fauteuil en cuir et commença à feuilleter les pages, ses yeux scannant les colonnes de chiffres avec l'automatisme d'un ordinateur. Bourse d'études, rénovation de laboratoire, mécénat artistique, rien d'anormal. Soudain, son doigt s'arrêta sur une ligne. Bénéficiaire, bibliothèque municipale, antenne rue des Pyrénées. Montant, 5 000 €. Mois. Motif, programme d'alphabétisation et soutien culturel. Legs spécifique, H. Marchal. Adrien fronça les sourcils. 5 000 € par mois pour une petite bibliothèque de quartier? C'était une somme considérable pour une si petite structure. Et la mention Legs spécifique H. Marchal indiquait que c'était une volonté de son père, Henri, décédé l'année précédente. Il ne se souvenait pas que son père ait eu un intérêt particulier pour les bibliothèques de quartier. Henri Marchal était un homme de chiffres, pas de lettres. « Sophie » appela-t-il. « Oui, monsieur. Cette ligne-là. La bibliothèque rue des Pyrénées. Depuis quand versons-nous cette somme ?» Sophie consulta sa tablette. « Depuis
Environ 3 ans, monsieur. Cela a commencé peu après votre retour de Nice. C'était une instruction directe de votre père avant qu'il ne se retire des affaires courantes. Il avait insisté pour que ce soit maintenu tant que nécessaire. Adrien sentit un picotement désagréable dans sa nuque. Rue des Pyrénées, ce nom résonnait en lui. C'était à Belleville, le quartier d'Élise. Il ferma les yeux un instant. Élise, il n'avait pas pensé à elle depuis des mois, ou du moins, il essayait de ne pas y penser. Il savait vaguement qu'elle n'avait jamais demandé de divorce officiel ni de pension alimentaire. Elle avait juste disparu, comme si elle n'avait jamais existé, acceptant l'accord tacite du silence. Il avait supposé qu'elle avait refait sa vie, loin de lui, heureuse d'être débarrassée de ce mariage forcé. Mais pourquoi son père aurait-il envoyé de l'argent là-bas? Était-ce une forme de compensation secrète versée à la famille Moreau? Une taxe de culpabilité? Adrien détestait les mystères qu'il ne pouvait pas résoudre. Il détestait encore plus l'idée que son père ait pu gérer quelque chose dans son dos concernant sa femme. Il referma le dossier d'un coup sec. « Annulez mes rendez-vous de demain matin », ordonna-t-il. « Monsieur, mais vous avez le comité de direction avec les investisseurs japonais. Déplacez-le à l'après-midi. J'ai une vérification à faire. Sur le terrain. » Sophie n'osa pas protester devant le ton glacial de son patron. Adrien se leva et retourna vers la fenêtre. Le ciel s'assombrissait sur Paris. Il avait besoin de comprendre. Si cet argent était une façon d'acheter le silence d'Élise, il voulait le savoir. Il voulait s'assurer que le chapitre était bien clos, hermétiquement scellé. Il ignorait qu'en tirant sur ce fil ténu, il allait faire s'effondrer tout l'édifice de certitude sur lequel il avait bâti sa vie solitaire. Demain, il irait à Belleville. Le GPS de la berline allemande indiquait une arrivée dans 2 minutes, mais pour Adrien, c'était comme s'il venait de changer de continent. Il avait quitté les larges avenues rectilignes et aseptisées de l'ouest parisien pour s'engouffrer dans le dédale vivant et chaotique du 20e arrondissement. Ici, les rues étaient de plus étroites, encombrées de camionnettes de livraison en double fil et de piétons traversant sans regarder. Les façades des immeubles, mélange hétéroclite de briques rouges, de béton des années 70 et de pierres de taille noircie par le temps, racontaient une histoire bien différente de celle des immeubles haussmanniens qu'il côtoyait habituellement. Adrien gara sa voiture, un modèle noir rutilant qui détonnait scandaleusement entre une vieille Twingo cabossée et un scooter renversé, le long du trottoir, à l'angle de la rue de la Chine. Il coupa le moteur et resta un instant immobile, les mains crispées sur le volant gainé de cuir. Pourquoi son cœur battait-il ainsi? Ce n'était qu'une vérification administrative, une simple visite de courtoisie pour s'assurer que les fonds de la Fondation Marshall n'étaient pas détournés par une ex-belle-famille avide. Il se répéta ce scénario, tentant de raviver son cynisme habituel pour se protéger. Il venait chercher une fraude, une faille, pas des souvenirs. Il sortit du véhicule, verrouillant les portières d'un bip sonore. L'air était frais, chargé d'odeurs complexes. Le café torréfié d'un bar-tabac proche, les épices d'une épicerie asiatique et cette odeur indéfinissable de pluie sur le bitume parisien. Adrien remonta le col de son manteau en cachemire. Son costume sur mesure, ses chaussures italiennes immaculées, sa posture rigide. Tout en lui criait « Intrus !» Les passants le dévisageaient. Une mère poussant une poussette chargée de courses, un groupe d'adolescents riant fort, un vieux monsieur avec sa baguette sous le bras. Il se sentait observé, jugé, déplacé. Il arriva devant le numéro indiqué dans le dossier. Ce n'était pas un immeuble de bureau, ni une coquille vide servant de façade. C'était une petite structure de plein pied, nichée entre 2 grands bâtiments résidentiels. La devanture vitrée était couverte de dessins d'enfants scotchés de l'intérieur. Des soleils aux rayons inégaux, des bonhommes têtards, des arbres violets. Au-dessus de la porte, une enseigne en bois peint indiquait simplement « La bibliothèque des petits curieux ». Adrien fronça les sourcils. Cela ressemblait trop à un endroit innocent pour cacher une machination financière. Pourtant, les virements étaient réels. 5 000 € par mois. Une fortune pour un tel endroit. Il poussa la porte lourde.
Une clochette tinta joyeusement, annonçant son entrée. L'intérieur le surprit. Il s'attendait à un lieu poussiéreux, mal éclairé. Au lieu de cela, il fut enveloppé par une chaleur douce et une lumière dorée. Les murs étaient tapissés d'étagères colorées, remplis de livres de toute taille. Il y avait des tapis moelleux au sol, des coussins en forme de nuages, et une atmosphère de paix studieuse qui contrastait violemment avec le brouhaha de la rue. Il n'y avait personne à l'accueil. « Bonjour », lança-t-il, sa voix résonnant trop fort, trop autoritaire dans ce cocon feutré. Pas de réponse immédiate. Il avança de quelques pas, contournant une pile de bandes dessinées. C'est alors qu'il entendit une voix. Elle venait du fond de la salle, là où l'espace s'arrondissait en une sorte d'amphithéâtre miniature. Et c'est ainsi que le petit renard comprit que le plus important n'était pas d'être le plus fort, mais d'avoir des amis fidèles. Adrien se figea. Cette voix, il l'avait entendue trembler le jour de leur mariage. Il l'avait entendue chuchoter une demande d'attention dans la suite du Negresco. Mais elle n'avait jamais eu ce timbre-là. Elle était devenue plus grave, plus posée, vibrante d'une assurance qu'il ne lui connaissait pas. Guidé par un instinct qu'il ne maîtrisait plus, il s'approcha doucement, restant dissimulé derrière une haute étagère remplie de contes de fées. Il regarda à travers l'espace entre deux livres. Elle était là, Élise. Elle était accroupie, en train de ranger des livres dans un bac à roulettes. Elle portait un jean délavé et un pull en maille moutarde, un peu trop grand pour elle, qui lui donnait l'air infiniment plus jeune et plus accessible que dans les robes de créateurs qu'il l'avait vue porter autrefois. Elle avait changé, oui. Ses cheveux étaient plus courts, libérés, bougeant au rythme de ses mouvements, mais c'était surtout son expression qui le frappa. Elle souriait à une petite fille qui lui tendait un livre. C'était un sourire radieux, plein, sans aucune trace de l'anxiété qui tordait ses traits lorsqu'elle vivait dans son monde à lui. Adrien ressentit une pointe inattendue au creux de l'estomac. De la jalousie absurde, de la surprise, sans doute. Il avait imaginé qu'elle serait dévastée par son abandon, qu'elle vivrait dans l'amertume ou la précarité. Or, elle semblait épanouie. Elle avait construit une vie sur les ruines de leur mariage, une vie qui semblait avoir du sens, là où la sienne n'était qu'une course effrénée vers le profit. Il s'apprêtait à sortir de sa cachette, à briser cette bulle de sérénité avec la froideur de sa présence, à demander des comptes sur l'argent de son père. « Maman, regarde !» La voix enfantine, claire et impérieuse figea Adrien sur place. Il vit un petit garçon surgir de derrière un gros pouf rouge, courant vers Élise avec une feuille de papier à la main. « Regarde, maman, j'ai dessiné un avion, pour aller très haut. » Adrien retint son souffle. « Maman ?» Élise avait un enfant. Son esprit calculateur se mit immédiatement en marche. 3 ans. Le timing était serré. Avait-elle rencontré quelqu'un immédiatement après leur rupture? L'avait-elle trompé avant? Ou bien... Le petit garçon se tourna légèrement pour montrer son dessin, et le rayon de soleil qui traversait la vitrine vint frapper son visage de plein fouet. Le dossier qu'Adrien tenait toujours à la main lui glissa des doigts et tomba sur le sol avec un bruit mat qui fit sursauter tout le monde dans la bibliothèque. Le bruit attira l'attention d'Élise. Elle releva la tête, ses yeux cherchant la source du bruit. Son regard traversa la pièce, passa sur les étagères, et se verrouilla sur la silhouette sombre et rigide qui se tenait à l'entrée de la section jeunesse. Son visage se décomposa. La couleur quitta ses joues en une fraction de seconde, la laissant aussi pâle que le papier que tenait l'enfant. Adrien ne la regardait plus. Il regardait l'enfant. Le petit garçon avait arrêté de courir. Il fixait cet étranger immense, avec une curiosité sans peur. Il avait des cheveux bruns en bataille. Et il avait des yeux gris-bleu, des yeux d'orage, des yeux de Marshall. Le temps s'arrêta dans la petite bibliothèque de la rue des Pyrénées. Plus aucun son ne parvenait aux oreilles d'Adrien, sauf le battement assourdissant de son propre cœur qui semblait hurler une vérité impossible, une vérité qui allait faire voler son monde en éclats. Le dossier bleu gisant sur le parquet semblait marquer une frontière infranchissable entre deux univers.
D'un côté, le monde doux et coloré d'Élise, fait de bienveillance et de rire d'enfant. De l'autre, la silhouette sombre et menaçante d'Adrien, une intrusion de rigueur et de froid dans ce sanctuaire. Léo, avec l'innocence de ses 3 ans, brisa l'immobilité de la scène. Il fit quelques pas vers l'homme immense qui les fixait, s'accroupit et tenta de ramasser les feuilles éparpillées. « Tu as fait tomber tes papiers, monsieur », dit-il de sa petite voix claire. Ce simple geste, cette politesse instinctive qu'Élise lui avait inculquée, frappa Adrien plus violemment qu'un coup de poing. Il vit la main de l'enfant, une main minuscule, mais dont la forme des doigts, longs et fins, était la réplique exacte de la sienne. Il remonta le regard vers le visage du garçon. Ses yeux, cet iris gris acier cerclé de bleu sombre. C'était son propre regard qui le dévisageait depuis un corps d'enfant. Une onde de choc traversa Adrien, lui coupant le souffle. Le temps, l'espace, le bruit de la rue, tout s'effaça. Il ne restait que cette certitude terrifiante et absolue. Cet enfant était de lui. « Léo ! Non !» Le cri d'Élise, aigu, paniqué, déchira l'air. Elle se précipita, non pas vers le dossier, mais vers son fils. Elle l'attrapa par les épaules, le tirant en arrière avec une brusquerie inhabituelle, le plaquant contre ses jambes comme pour le faire rentrer en elle, pour le cacher au monde entier. Léo, surpris par la réaction de sa mère, leva vers elle un visage interrogateur prêt à pleurer. « Maman, pourquoi tu cries ?» Élise ne répondit pas à l'enfant. Son visage, blême, était tourné vers Adrien. Ses yeux noisettes, d'ordinaire si doux, lançaient des éclairs de défi et de terreur pure. Elle tremblait de tout son corps, mais elle ne recula pas. Elle se dressa comme une lionne blessée face au prédateur. Adrien fit un pas en avant, ses chaussures de cuir crissant sur le parquet. « Quel âge a-t-il » demanda-t-il. Sa voix était blanche, dénuée de timbre, comme si elle venait de très loin. « Va-t'en, Adrien. Sors d'ici » souffla Élise. « Quel âge a-t-il, Élise » répéta-t-il, plus fort cette fois, une autorité glaciale reprenant le dessus sur le choc. Les autres enfants de la bibliothèque s'étaient tus, sentant la tension palpable des adultes. Une collègue d'Élise, Sarah, alertée par le ton des voix, sortit de la réserve. En voyant la scène, l'homme en costume hors de prix, Élise tétanisée protégeant Léo, elle comprit qu'il fallait agir. « Élise, tout va bien ?» demanda Sarah, hésitante. Élise ne quitta pas Adrien des yeux. « Sarah, s'il te plaît, emmène Léo dans la salle de repos, tout de suite. Donne-lui un jus de fruits. »« Mais maman, » commença Léo. « Va avec Sarah, mon chéri. C'est important. Je viens te voir dans 1 minute. » Sarah, sentant l'urgence vitale dans la voix de son ami, prit doucement la main du petit garçon. « Viens, Léo. On va voir si on trouve des gâteaux. » Léo jeta un dernier regard curieux vers le grand monsieur qui ne souriait pas, puis se laissa entraîner. Dès que la porte du fond se referma sur eux, le silence retomba, lourd et oppressant. Adrien et Élise étaient seuls au milieu des rayonnages de livres. « 3 ans, lâcha Adrien. Le calcul est simple, trop simple. Il avança encore, réduisant la distance entre eux. Il avait besoin de voir, de comprendre, de percer le mystère de ce mensonge monumental. « C'est mon fils, n'est-ce pas ?» Ce n'était pas une question, c'était une affirmation qui exigeait confirmation. Élise releva le menton. Elle ne pouvait plus fuir. Le mur de mensonges qu'elle avait bâti, brique par brique, venait de s'effondrer. « Il est mon fils, Adrien. À moi, seulement à moi. » « Un joue pas sur les mots !» explosa-t-il soudain, sa maîtrise volant en éclats. « Tu sais très bien ce que je demande. Je t'ai laissé à Nice il y a 3 ans et demi. Il a 3 ans. C'est mon sang. »« Ton sang ?» riposta-t-elle, sa voix gagnant en volume, chargée de 3 années de rancœur refoulée. « Tu parles de sang ? Tu m'as abandonné dans une chambre d'hôtel comme un objet dont tu ne voulais plus. Tu as disparu sans un appel, sans un regard. Tu as renoncé à tous tes droits le moment où tu as franchi cette porte. Je ne savais pas, rugit-il. Tu crois que je t'aurais laissé seul si j'avais su que tu portais un héritier Marshall. Le mot claqua dans l'air comme une insulte. Héritier. Élise eut un rire nerveux, sans joie. Voilà, c'est tout ce qui compte pour toi, un héritier. Pas un enfant, pas un être humain.
une suite logique pour ton empire. C'est exactement pour ça que je ne t'ai rien dit. Pour le protéger de ça, de toi, de ta froideur. Adrien accusa le coup. Il recula d'un pas, passant une main sur son visage, comme pour effacer une vision cauchemardesque. Il regarda autour de lui, cette petite bibliothèque modeste, ce quartier populaire. « Mon père savait », murmura-t-il soudain, les pièces du puzzle s'assemblant dans son esprit, les virements, la fondation. Il savait. Henri est venu me voir, avoua Élise. 6 mois après ta fuite, il a deviné, il a vu mon ventre. Il m'a proposé de l'argent pour m'aider. J'ai refusé pour moi, mais j'ai accepté qu'il aide la bibliothèque. C'était sa façon à lui d'être grand-père sans te trahir. Il avait plus de cœur que toi, finalement. Adrien sentit une colère sourde monter en lui. Trahi par son père, trahi par sa femme, exclu de la vie de son propre fils. Lui qui contrôlait tout, qui anticipait chaque fluctuation du marché, chaque mouvement de ses concurrents, il avait été aveugle à l'essentiel. Il regarda la porte derrière laquelle Léo avait disparu. Une envie irrépressible d'aller le voir, de le toucher, de vérifier la réalité de son existence le saisit, mais la peur d'Élise lui fit barrage. « Tu ne me le prendras pas, Adrien, » dit-elle, devinant ses pensées. « Je me battrai. Je n'ai pas ton argent, mais je suis sa mère. Il ne te connaît pas. Pour lui, tu n'es personne. Tu n'es personne. » La phrase fit plus mal que n'importe quelle perte financière. Le PDG tout-puissant n'était rien ici. Juste un étranger qui fait peur aux enfants. Il ajusta sa veste, un réflexe dérisoire pour tenter de retrouver une contenance. Il devait sortir. L'air de la pièce était devenu irrespirable, trop chargé d'émotions brutes qu'il ne savait pas gérer. « Ce n'est pas fini, Élise, » dit-il d'une voix basse, presque menaçante. « Je ne vais pas faire un scandale ici devant ton fils et tes collègues, mais ne crois pas une seconde que je vais en rester là. On ne cache pas un marshal. » Il se pencha, ramassa son dossier toujours au sol et se redressa. « Je reviendrai. Et cette fois, nous aurons une vraie conversation. Prépare-toi. » Il tourna les talons et sortit à grandes enjambées, la clochette de la porte tintant joyeusement sur son passage, une note ironique et légère qui contrastait avec la tempête qu'il laissait derrière lui. Une fois la porte refermée, les jambes d'Élise se dérobèrent. Elle s'affaissa contre une étagère, le souffle court, les mains plaquées sur son cœur qui battait à tout rompre. Il savait, le secret était mort. La guerre venait de commencer. L'habitacle de la berline d'Adrien était insonorisé, conçu pour filtrer le chaos du monde extérieur. Mais il ne pouvait rien contre le vacarme qui régnait dans sa tête. Il était resté garé rue de la Chine pendant 20 minutes, après être sorti de la bibliothèque, les mains crispées sur le volant, le regard fixé sur le pare-brise constellé de gouttelettes. À chaque fois qu'il fermait les yeux, l'image revenait. Ce petit garçon, ce Léo, avec ses cheveux en bataille et ce regard gris-bleu qui le transperçait. Son fils. Il avait un fils. L'information tournait en boucle, une donnée corrompue qu'il n'arrivait pas à intégrer dans le système parfaitement ordonné de son existence. Il démarra le moteur dans un rugissement sourd et s'engagea dans la circulation, conduisant par automatisme vers la défense. De retour dans son bureau au 35e étage, Adrien ignora les appels de Sophie et les piles de dossiers urgents. Il s'enferma à double tour, desserra sa cravate comme si elle l'étranglait et se servit un verre d'eau qu'il ne but pas. Il se sentait floué, volé. Élise ne s'était pas contentée de partir. Elle avait emporté avec elle une partie de lui-même. La colère, froide et méthodique, commença à remplacer le choc. Elle l'avait jugé indigne. Elle avait décidé, unilatéralement, qu'il ne méritait pas d'être père. Il saisit son téléphone et composa le numéro de Maître Vasseur, l'avocat spécialisé en droit de la famille qui gérait les affaires privées des Marshall depuis des décennies. « Vasseur », répondit une voix grave. « C'est Adrien, j'ai besoin de vous, tout de suite. » Un problème avec un contrat? Non, un problème personnel. Ma femme, mon épouse légitime, a eu un enfant. Il a 3 ans. Elle me l'a caché.
Un silence lourd s'installa à l'autre bout de la ligne. « Je vois, » dit Vasseur, le ton changeant instantanément pour devenir clinique. « C'est une situation complexe, Adrien. Si l'enfant est né pendant le mariage, la présomption de paternité s'applique automatiquement, même si vous étiez séparés de fait. Juridiquement, vous êtes le père. » « Je ne veux pas de cours de droit, » coupa Adrien. « Je veux savoir quels sont mes droits. Je veux savoir comment récupérer ce qui m'appartient. » « Ce qui vous appartient est un terme délicat quand on parle d'un enfant, Adrien, » tempéra l'avocat. « Mais vous avez des droits parentaux, l'autorité parentale conjointe, les droits de visite, voire la garde si nous prouvons que la mère a agi de mauvaise foi ou que l'environnement n'est pas adapté. Elle travaille dans une bibliothèque municipale. Elle vit dans un petit appartement à Belleville. Je peux lui offrir les meilleures écoles, la sécurité, un avenir. Préparez-vous, Adrien. Si elle a caché l'enfant pendant 3 ans, elle ne se laissera pas faire. Ça va être une guerre. Alors préparez les munitions. Je veux une reconnaissance officielle de paternité et un test ADN pour formaliser le tout. Envoyez-lui une sommation. Je veux qu'elle comprenne que je ne joue pas. » Il raccrocha, le cœur battant d'une adrénaline sombre. C'était ainsi qu'il fonctionnait. Face à l'inconnu, il attaquait. Face à l'émotion, il érigeait des murs de loi et de procédure. À Belleville, la nuit était tombée bien plus tôt que prévu. Élise avait fermé la bibliothèque avec 1 heure d'avance, prétextant une migraine foudroyante. Sarah n'avait posé aucune question, comprenant que l'homme au costume avait bouleversé l'univers de son ami. Dans le petit appartement au-dessus de la boulangerie, l'ambiance était lourde. Léo, sentant l'anxiété de sa mère, était inhabituellement calme. Il jouait avec ses cubes, sur le tapis du salon, jetant parfois des regards inquiets vers Élise qui faisait les 100 pas. Tante Claire était assise à la table de la cuisine, les mains jointes, le visage grave. Élise venait de tout lui raconter. « Il sait » répéta Élise pour la 100e fois, s'arrêtant devant la fenêtre qui donnait sur la rue sombre. « Il l'a vu. Il a vu ses yeux, Tata. Il ne peut pas ne pas savoir. Qu'est-ce qu'il a dit ?» demanda Claire doucement. « Il a demandé son âge. Il a fait ses calculs. Et puis, il a dit qu'on ne cache pas un Marshall, qu'il reviendrait. » Claire soupira, un son tremblant. « Ces gens-là, ils ont le bras long, Élise. Ils ont de l'argent. L'argent ne fait pas tout, » s'écria Élise, une fureur désespérée montant en elle. « Léo ne le connaît pas. Léo est heureux ici. Il a ses amis, son école, sa famille. Adrien ne peut pas débarquer après 3 ans d'absence et prétendre être un père juste parce qu'il a signé un chèque ou fourni de l'ADN. » Elle se précipita vers Léo, s'agenouillant près de lui pour l'embrasser sur le front. L'odeur de shampoing à la pomme, la douceur de sa peau, c'était sa réalité. Adrien n'était qu'un spectre. « Je ne le laisserai pas faire », murmura-t-elle contre les cheveux de son fils. Mais la peur était là, insidieuse. Elle savait qu'Adrien ne reviendrait pas avec des fleurs, il reviendrait avec des avocats. 2 jours plus tard, la menace se concrétisa. C'était un samedi matin, la boulangerie tournait à plein régime. Élise aidait à la caisse quand un coursier à moto s'arrêta devant la vitrine. Il entra, casque sous le bras, et demanda « Madame Élise Marshall ». Le nom fit taire les clients présents. Personne ne l'appelait ainsi ici. Les mains tremblantes, Élise signa le bordereau électronique et prit la grande enveloppe Kraft épaisse. Elle n'eut pas besoin de l'ouvrir pour savoir ce qu'elle contenait, mais elle le fit quand même, une fois réfugiée dans l'arrière-boutique. Ce n'était pas une assignation au tribunal. Pas encore. C'était une lettre formelle du cabinet Vasseur & Associés. « Madame, à la demande de notre client, Monsieur Adrien Marshall, nous sollicitons une entrevue afin de discuter de la situation concernant l'enfant mineur né de votre union. Monsieur Marshall souhaite régler cette affaire de manière privée avant d'engager toute procédure judiciaire pour la reconnaissance de paternité et la fixation des droits de garde. Rendez-vous est proposé ce mardi à 14 h au siège de Marshall Innovation à La Défense. » C'était un ultimatum déguisé en invitation. Régler cette affaire de manière privée signifiait « faites ce qu'il demande et nous ne vous détruirons pas publiquement ». Élise s'appuya contre le mur, la lettre froissée dans son poing. Il voulait l'attirer sur son terrain.
dans sa tour d'ivoire, entourée de sa puissance, pour qu'elle se sente petite et insignifiante. « C'est lui ?» demanda Claire, en passant la tête par l'encadrement de la porte. « Il veut que je vienne à la défense, » répondit Élise, la voix blanche. « Mardi. Tu ne vas pas y aller seule ?» Élise releva la tête. Une lueur nouvelle brillait dans ses yeux. La peur était toujours là, mais elle avait laissé place à une détermination froide. Elle ne pouvait plus se cacher. Elle avait fui, une fois, à Nice. Elle ne fuirait plus. « Si, Tata, j'irai seule. Je n'ai pas besoin d'avocat pour dire la vérité. Il veut voir la mère de son fils? Il va la voir. Mais il va découvrir que la petite boulangère de Belleville a bien changé. » Elle lissa la lettre sur le plan de travail. « Il croit qu'il peut m'acheter ou m'intimider, dit-elle doucement. Il oublie que j'ai quelque chose qu'il n'aura jamais. Je sais ce que c'est d'aimer Léo plus que ma propre vie. » La guerre était déclarée, et Élise n'avait pas l'intention de la perdre. La défense était un monde à part, une cité de verre et d'acier posée aux portes de Paris comme une forteresse du futur. En sortant du métro, Élise fut immédiatement assaillie par le vent qui s'engouffrait violemment sur le grand parvis. Elle resserra son manteau autour d'elle, levant les yeux vers les gratte-ciel qui perçaient les nuages bas. Parmi eux, la tour Marshall se dressait impérieuse, sombre et élancée. C'était là-haut, au 35e étage, que se jouait l'avenir de son fils. Élise prit une profonde inspiration pour calmer les battements désordonnés de son cœur. Elle avait choisi sa tenue avec soin, un pantalon noir bien coupé, un chemisier crème et une veste cintrée. Elle ne voulait ressembler ni à une victime, ni à une suppliciante. Elle était une mère qui venait défendre son enfant. Le hall d'entrée était vaste, froid et silencieux, malgré le balai incessant des employés en costume gris. « Madame Moreau pour Monsieur Marshall », annonça-t-elle à l'hôtesse d'accueil, refusant d'utiliser son nom d'épouse. L'hôtesse vérifia son écran, lui tendit un badge magnétique sans un sourire, et lui indiqua les ascenseurs privés. L'ascension fut fulgurante. Élise sentit ses oreilles se boucher, tandis que les chiffres défilaient sur l'écran digital. 20, 30, 35. Les portes s'ouvrirent sur une antichambre épurée, décorée d'œuvres d'art abstraits qui ne suscitaient aucune émotion. Sophie, l'assistante qu'elle n'avait jamais rencontrée mais dont elle avait entendu la voix au téléphone, se leva. « Monsieur Marshall vous attend, madame. » Elle n'ajouta rien, mais son regard curieux trahissait qu'elle savait. Tout l'étage devait savoir. Élise poussa la double porte en chêne massif et pénétra dans l'antre du lion. Le bureau était immense, baigné d'une lumière crue traversant les baies vitrées panoramiques. Paris s'étendait à perte de vue, minuscule et lointain. Adrien se tenait debout derrière un bureau qui ressemblait à une barricade de bois sombre. Il ne souriait pas. « Merci d'être venu, » dit-il, sa voix résonnant avec une formalité glaçante. Il désigna un fauteuil en cuir noir face à lui. Élise resta debout un instant, marquant son territoire, avant de s'asseoir lentement, le dos droit, les mains posées sur ses genoux pour cacher leur tremblement. « Je ne suis pas venu pour tes formalités, Adrien. Je suis venu parce que tu as menacé ma paix. » Adrien s'assit à son tour, joignant les mains sur le sous-main en cuir. « Je n'ai menacé personne, Élise. J'ai fait valoir mes droits. Il y a une différence. » Il fit glisser un dossier épais vers elle. « C'est une ébauche d'accord parental. Mon avocat l'a rédigé. Il prévoit une reconnaissance de paternité immédiate, une pension alimentaire rétroactive conséquente et un calendrier de garde progressive. Je veux voir Léo un week-end sur 2 pour commencer, puis la moitié des vacances scolaires. » Il parlait de Léo comme d'une fusion-acquisition, d'un actif à partager équitablement. Élise repoussa le dossier sans même l'ouvrir. Le bruit du papier glissant sur le bois verni fut le seul son dans la pièce pendant quelques secondes. « Tu crois vraiment que ça marche comme ça ?» demanda-t-elle, la voix tremblante de colère contenue. « Tu crois que tu peux effacer 3 ans d'absence avec un contrat et un chèque ?»« Je n'essaie pas d'effacer le passé, » répliqua Adrien sèchement. « J'essaie de construire l'avenir. Léo est un Marshall. Il a droit à l'éducation, aux opportunités et au statut que mon nom implique. Tu travailles dans une bibliothèque, Élise. Tu vis dans un 2 pièces au-dessus d'une boulangerie. Sois réaliste. Tu ne peux pas lui offrir ce que je peux lui donner. » La pique l'atteignit, mais elle ne flancha pas. « Je lui offre de l'amour, Adrien. Je lui offre une présence.
Je suis là quand il a de la fièvre, quand il fait un cauchemar, quand il apprend à faire du vélo. Toi, tu vis ici, dans ta tour d'ivoire. Tu n'as pas de place pour un enfant dans cet aquarium de verre. Tu veux juste un héritier pour flatter ton ego. » Adrien se leva brusquement, contournant son bureau pour s'approcher d'elle. Pour la première fois, le masque de froideur se fissura, laissant entrevoir une blessure vive. « Tu n'as pas le droit de dire ça. Tu m'as volé ces 3 années. Tu m'as volé ses premiers pas, ses premiers mots. Tu as décidé seul que je serais un mauvais père sans même me laisser une chance. » Il s'arrêta à 2 mètres d'elle, dominant la situation de sa hauteur, mais Élise soutint son regard gris orageux. « Tu m'as laissé seul dans une chambre d'hôtel le lendemain de nos noces, Adrien. Tu as laissé un mot sur un oreiller. Je devais juste respecter l'accord. Tu te souviens? C'est toi qui as décidé que je n'existais pas. Je t'ai simplement rendu l'appareil. » Le silence retomba, lourd, chargé de vérités non dites. Adrien détourna les yeux vers la baie vitrée, observant la ville grise. Il savait qu'elle avait raison. C'était sa faute originelle, son péché d'orgueil et d'indifférence. Il prit une grande inspiration, cherchant à reprendre le contrôle de la négociation. « Très bien, » dit-il plus calmement. « Oublions les avocats pour l'instant. Je ne veux pas arracher Léo à son environnement, pas tout de suite, mais je veux le connaître. » Il se tourna vers elle et son regard avait changé. Il n'y avait plus seulement de la colère, mais une forme de supplique impérieuse. « Je veux le voir, pas de loin, pas à travers une vitrine. Je veux lui parler. »« Il ne te connaît pas, » répéta Élise doucement. « Tu es un étranger pour lui. Si tu débarques en disant « Je suis ton papa », tu vas le terrifier. Il croit que son père est parti en voyage très loin. C'est l'histoire que je lui ai racontée. » Adrien serra les poings. « Alors je reviens de voyage. » Élise réfléchit. Elle savait qu'elle ne pourrait pas l'empêcher éternellement. La loi était de son côté, et s'ils allaient au tribunal, un juge accorderait forcément des droits de visite. Il valait mieux contrôler la situation que de la subir. « D'accord, » concéda-t-elle à contre-cœur, « mais à mes conditions. » Adrien haussa un sourcil, surpris qu'elle ose poser des conditions ici, dans son empire. « Je t'écoute. Pas ici. Pas dans ce bureau, ni dans ton appartement de luxe. Léo a besoin d'un terrain neutre, un endroit qu'il aime. Et je reste présente, tout le temps. À la seconde où il a peur, à la seconde où il veut partir, c'est fini. Tu ne forces rien. »« Où ?» demanda simplement Adrien. « Au jardin des plantes, samedi après-midi. Il adore la ménagerie. C'est un endroit public, bruyant, vivant. Si tu veux entrer dans sa vie, tu dois entrer dans son monde, pas le traîner dans le tien. » Adrien hésita. Le jardin des plantes, la foule, les cris d'enfants, la poussière, tout ce qu'il détestait. « Entendu, » dit-il, « samedi, 14 heures. » Élise se leva, lissant son pantalon imaginaire. « Et Adrien ?»« Oui. Ne mets pas de costume. Tu lui ferais peur. Sois juste un homme. Si tu sais encore comment faire. » Elle n'attendit pas sa réponse. Elle tourna les talons et quitta le bureau, traversant l'antichambre sans un regard pour Sophie. Une fois dans l'ascenseur, alors que les portes se refermaient, elle s'autorisa enfin à expirer. Elle avait tenu bon. Elle avait protégé son fils. Mais en voyant le regard d'Adrien à la fin, elle comprit que le plus dur restait à faire. Il ne voulait pas seulement un héritier. Il semblait, pour la première fois, vouloir être un père. Et cela, c'était infiniment plus dangereux pour son cœur à elle. Le samedi après-midi, le jardin des plantes était une fourmilière. Malgré la fraîcheur mordante de novembre, les allées gravillonnées étaient envahies par des familles emmitouflées dans des écharpes colorées, des poussettes zigzagant entre les joggeurs et les touristes. Adrien Marchal se tenait près de l'entrée principale, côté Seine, se sentant aussi à l'aise qu'un ours polaire dans le désert. Pour la première fois depuis une décennie, il ne portait pas de costume. Il avait opté pour un jean brut et un pull en cachemire gris anthracite, complété par des baskets en cuir immaculées. Il avait passé 20 minutes devant son miroir le matin même, essayant de décrypter ce que signifiait avoir l'air d'un homme simple. Le résultat, pensait-il avec amertume, ressemblait surtout à un riche déguisé en pauvre. Il consulta sa montre pour la 3e fois en 2 minutes, 13h58. Sa ponctualité était maladive.
Il les vit arriver par l'allée des platanes. Élise tenait la main de Léo. Le petit garçon sautillait, pointant du doigt les statues, tirant sur le bras de sa mère avec une énergie inépuisable. Il portait un bonnet à pompons rouges qui le rendait visible à 100 mètres. Élise, elle, avait le visage fermé, le regard aux aguets, scannant la foule comme un garde du corps. Dès qu'elle repéra Adrien, elle se raidit. Elle s'accroupit à la hauteur de Léo, lui murmura quelque chose en désignant Adrien et se releva. Adrien s'avança, le cœur battant étrangement fort contre ses côtes. Il avait négocié des fusions à plusieurs milliards d'euros sans transpirer, mais marcher vers ce petit garçon de 3 ans lui donnait le vertige. « Bonjour », dit-il en arrivant à leur hauteur, sa voix un peu trop formelle. « Bonjour », répondit Élise sèchement. « Léo, voici Adrien. C'est l'ami dont je t'ai parlé. Il revient de voyage. » Léo leva la tête, plissant les yeux sous le soleil d'hiver. Il dévisagea Adrien avec une intensité déconcertante, analysant ce géant gris qui se tenait devant lui. « T'as vu des tigres pendant ton voyage ?» demanda Léo sans préambule. Adrien fut pris au dépourvu. Il s'attendait à de la timidité, ou peut-être des pleurs. Pas à une question zoologique. « Non », admit-il maladroitement. « Pas de tigres, juste des grands immeubles. » Léo fit une moue déçue. « C'est nul. »« Maman, on va voir les singes ?»« On y va », confirma Élise, esquissant un demi-sourire amusé par la déconvenue du grand patron. « Tu viens avec nous, Adrien ?» La promenade commença dans un silence gêné. Élise et Léo marchaient devant. Adrien suivait un pas derrière, ne sachant pas où se mettre, ne sachant pas quoi faire de ses mains. Il observait la dynamique entre la mère et le fils. La façon dont Élise anticipait chaque mouvement de l'enfant, la manière dont elle lui expliquait le nom des arbres, la douceur infinie de sa voix. Il se sentait exclu, un spectateur inutile d'un bonheur qui lui était étranger. Ils arrivèrent devant la singerie. C'était le moment de vérité. La foule était dense devant les vitres. Léo, trop petit, sautait sur place, frustré de ne voir que des dos de manteau et des jambes d'adultes. « Je vois pas! Maman, porte-moi » pleurnicha-t-il. Élise soupira, s'apprêtant à le soulever malgré la fatigue visible sur ses traits. C'est là qu'Adrien agit, presque par instinct. « Attends » dit-il. Il s'avança. « Léo, tu veux que je te porte ? Je suis plus grand que maman. » Léo hésita une seconde, regardant sa mère pour obtenir la permission. Élise, surprise, garda le silence, mais fit un imperceptible signe de tête. Léo tendit les bras vers l'inconnu. Adrien le souleva. Le contact fut électrique. Le corps de l'enfant était chaud, solide, vivant. Léo posa naturellement ses petites mains gantées sur les épaules d'Adrien pour se stabiliser. L'odeur de laine mouillée et de biscuits envahit les narines d'Adrien, balayant ses parfums de luxe habituels. « Waouh !» s'exclama Léo, découvrant le monde depuis 2 mètres de hauteur. « On voit tout. Regarde le gros singe, Adrien. Il a les fesses rouges. » Adrien ne put s'empêcher de rire, un rire franc, spontané, qui le surprit lui-même. « Oui, je vois. C'est un babouin. Il est rigolo, » décréta Léo. Pendant 10 minutes, Adrien servit de perchoir. Il sentait le poids de son fils, mais étrangement, il ne ressentait aucune fatigue. Il ressentait une connexion physique, primitive. Il tenait son sang dans ses bras. Ce petit être était la continuité de son existence, et pour la première fois, ce concept abstrait devint une réalité charnelle. Élise les observait un peu en retrait, les bras croisés. Elle voyait la gêne d'Adrien se dissiper peu à peu. Elle voyait comment il tenait Léo avec une précaution excessive, comme s'il était en cristal, mais aussi avec une fierté naissante. Elle sentit une boule se former dans sa gorge. Elle avait voulu le détester, le rejeter, prouver qu'il était incapable. Mais l'homme qui souriait aux facéties d'un singe n'était pas le robot froid du Negresco. Quand Adrien reposa Léo au sol, le petit garçon ne s'enfuit pas tout de suite. Il resta près de lui, levant la tête. « Tu es fort », dit-il simplement, « comme Hulk, mais en moins vert. » Adrien s'accroupit pour être à sa hauteur, ignorant la douleur dans ses genoux et la boue qui tachait probablement son jean hors de prix. « Merci, Léo. Tu reviendras ?» demanda l'enfant.
Adrien leva les yeux vers Élise. C'était la vraie question. Ce n'était plus une question de contrat ou d'avocat. C'était une question de promesse. Si ta maman est d'accord, j'aimerais bien revenir, oui. Élise soutint son regard. Elle vit dans ses yeux gris quelque chose de nouveau, de l'humilité, peut-être même de la peur de décevoir. On verra, dit-elle doucement, mais sans fermer totalement la porte. Il commence à faire froid. On doit rentrer pour le goûter. Je peux vous raccompagner ? Proposa Adrien. Ma voiture est... Non, coupa Élise. Nous prenons le métro. Ne brûle pas les étapes, Adrien. Aujourd'hui, c'était les singes. C'est déjà beaucoup. Adrien se redressa. Il accepta la limite posée. D'accord. Au revoir, Léo. Au revoir, le géant, lança Léo en attrapant la main de sa mère. Adrien resta planté au milieu de l'allée, les mains dans les poches, regardant la silhouette de la femme qu'il avait abandonnée et de l'enfant qu'il apprenait à connaître s'éloigner vers la sortie. Le vent froid lui fouettait le visage, mais il ne le sentait pas. Il se sentait vivant comme jamais auparavant. En sortant du jardin, il sortit son téléphone. Il avait 3 appels manqués de Sophie et un mail urgent d'un investisseur. Il rangea l'appareil sans même le déverrouiller. Pour la première fois de sa vie, Marshall Innovation lui semblait bien dérisoire, face au rire d'un enfant qui venait de le comparer à un babouin. Il avait mis le pied dans un engrenage émotionnel qu'il ne contrôlait pas, et terrifiant constat, il n'avait aucune envie d'en sortir. Il venait de comprendre que reconquérir son fils serait la tâche la plus difficile de sa vie. Mais reconquérir Élise, cela semblait être une montagne infranchissable. Et pourtant, en la voyant sourire à Léo, une pensée insensée avait germé dans son esprit. Il voulait être la raison de ce sourire, lui aussi. Le lundi matin, l'atmosphère au 35e étage de la tour Marshall était électrique, mais pas pour les raisons habituelles. Adrien était en pleine réunion stratégique avec le conseil d'administration. Les graphiques projetés au mur montraient une croissance à 2 chiffres, mais l'esprit du PDG était ailleurs. Il revoyait le visage de Léo, barbouillé de chocolat, après le goûter qu'ils avaient finalement partagé sur un banc samedi dernier, et le regard méfiant mais moins hostile d'Élise. « Adrien, nous attendons ta validation pour le rachat de la start-up coréenne. » Il cligna des yeux, revenant brutalement à la réalité de la salle de conférence aseptisée. Validé, passé au point suivant. C'est à ce moment précis que la porte s'ouvrit. Sophie entra, non pas avec sa discrétion habituelle, mais avec une urgence qui fit taire l'assemblée. Elle tenait une tablette à la main, son visage pâle contrastant avec son tailleur sombre. « Monsieur Marshall, je suis navré d'interrompre, mais c'est une urgence de niveau 1. » Adrien se leva, sentant un nœud se former dans son estomac. Le niveau 1 était réservé aux catastrophes industrielles ou aux krachs boursiers. « Excusez-moi », dit-il aux administrateurs, avant de suivre Sophie dans le couloir. Une fois la porte refermée, elle lui tendit la tablette sans un mot. Sur l'écran, un site d'actualité People affichait une photo en gros plan. Elle était floue, prise au téléobjectif, mais on reconnaissait distinctement Adrien Marshall, l'homme le plus secret de la tech française, portant un enfant sur ses épaules au jardin des plantes. Le titre était racoleur, brutal. Le secret du roi de la tech, Adrien Marshall, père caché ou nouveau beau-père. « C'est sorti il y a 10 minutes, » murmura Sophie. « C'est déjà repris par tous les réseaux sociaux. Les journalistes appellent le standard en continu. Ils cherchent à identifier l'enfant et la femme à côté. » Adrien sentit le sang quitter son visage. Élise. Il ne pensait pas à sa réputation, ni au cours de l'action. Il pensait à la petite boulangerie de la rue de Ménilmontant. Il pensait à la bibliothèque. Il pensait à la fragilité de la vie anonyme qu'Élise avait construite pour protéger Léo. « Bloquez tout !» ordonna-t-il, sa voix tremblant de rage contenue. Pas de commentaires. Préparez un communiqué de mise en demeure pour atteinte à la vie privée, et préparez ma voiture, maintenant. Où allez-vous? Je vais réparer mes erreurs. Le trajet vers Belleville fut un cauchemar. Adrien conduisait avec une agressivité qu'il ne se connaissait pas, klaxonnant les taxis qui lui barraient de la route. Il savait comment fonctionnait la meute. Une fois l'odeur du sang repérée, il ne lâchait rien.
Quand il arriva à l'angle de la rue de Ménilmontant, ses pires craintes se confirmèrent. 3 photographes étaient déjà postés devant la boulangerie, leurs objectifs braqués sur la vitrine. Quelques passants curieux s'arrêtaient, pointant du doigt l'enseigne. Adrien gara sa voiture en double file, manquant d'écraser un scooter, et sortit. Sa présence fit l'effet d'une bombe. Les flashs crépitèrent immédiatement, l'aveuglant. « Monsieur Marshall, c'est votre fils ? Qui est la mère ? Pourquoi l'avoir caché ?» Il ignora les questions aboyées, fendant la foule avec une violence froide. Il poussa la porte de la boulangerie, faisant tinter la clochette qui semblait aujourd'hui sonner le glas. À l'intérieur, tante Claire était derrière le comptoir, visiblement paniquée, tentant de servir une cliente, tout en jetant des regards terrifiés vers l'extérieur. « Où est-elle » demanda Adrien sans préambule. Claire sursauta, laissant tomber une pince à pâtisserie. « En haut, dans l'appartement. Elle a fermé les volets. Adrien, qu'est-ce qui se passe? Ils sont comme des vautours. Je m'en occupe. Ne laissez entrer personne. » Il contourna le comptoir et monta l'escalier étroit qui menait à l'étage. Il frappa à la porte en bois. « Élise, c'est moi. Ouvre !» Un silence, puis le bruit d'un verrou qui tourne. La porte s'entr'ouvrit. Élise était là, les yeux rouges, Léo accroché à sa jambe. « Oh, tu as vu ?» souffla-t-elle, la voix brisée. « Tu as vu ce qu'ils ont fait? Ils ont mis son visage en une. Ils ont volé son enfance, Adrien. » Il entra et referma la porte derrière lui, s'adossant au battant comme pour empêcher le monde extérieur d'entrer. Pour la première fois, il pénétrait dans l'intimité d'Élise. L'appartement était petit mais chaleureux. Une odeur de cire et de soupe flottait dans l'air. Partout, il y avait des traces de vie, des jouets éparpillés, des dessins scotchés au mur, des plaids colorés sur un canapé usé. C'était l'antithèse de son penthouse glacé. « Je suis désolé », dit-il. Et pour la première fois de sa vie, ces mots n'étaient pas une stratégie. Je ne pensais pas qu'il nous trouverait si vite. « Tu es Adrien Marshall !» cria-t-elle presque, avant de baisser la voix en voyant Léo se recroqueviller. « Tu es une cible permanente. En entrant dans notre vie samedi, tu as ouvert la porte. Je t'avais prévenu, je voulais le protéger de ça. » Elle s'effondra sur le canapé, cachant son visage dans ses mains. Léo, sentant la détresse de sa mère, se mit à pleurer doucement. Adrien resta figé un instant, paralysé par sa maladresse. Puis, il s'approcha. Il s'assit sur la table basse, face à eux. Il tendit la main vers Léo, qui hésita, puis vint se blottir contre ce géant qui semblait soudain moins effrayant que les cris dehors. Adrien posa une main maladroite sur le dos de son fils, sentant les petits sanglots secouer sa cage thoracique. Son regard se posa alors sur une étagère en face de lui. Elle était couverte de cadres photos. Léo à la maternité, minuscule et fripé. Léo faisant ses premiers pas dans le parc des Buttes-Chaumont. Léo soufflant sa première bougie, couvert de crème chantilly. Léo malade, endormi dans les bras d'Élise. Adrien se leva, comme hypnotisé. Il s'approcha de l'étagère. Chaque photo était un coup de poignard. Il avait manqué tout ça. Il avait manqué la première dent, le premier rire, la première chute. Il avait été occupé à accumuler des millions pendant que son fils apprenait à vivre sans lui. Une vague de culpabilité si puissante le submergea qu'il dut s'appuyer contre le mur. Ce n'était plus de la colère d'avoir été trahi. C'était le vertige pur de la perte irrémédiable. « J'ai tout raté », murmura-t-il, la voix rauque. Élise releva la tête, surprise par le ton de sa voix. Elle le vit, le dos voûté devant les souvenirs qu'il n'avait pas partagés. Elle vit l'homme arrogant se briser en 1000 morceaux devant des clichés de 10-15 centimètres. Elle se leva doucement, essuya ses larmes et s'approcha de lui. « Tu ne peux pas rattraper le temps, Adrien, dit-elle doucement mais fermement. Ces moments sont à moi. Je les ai gagnés seul. » Il se tourna vers elle, les yeux brillants. « Je sais. Je ne veux pas te les prendre. Je veux juste ne pas rater les prochains. » Un bruit de voix plus fort monta de la rue. Les journalistes s'impatientaient. « Ils ne partiront pas, » dit Adrien, reprenant soudain son masque de PDG. Mais avec une nuance protectrice nouvelle. « Tu ne peux pas rester ici ce soir. Ils vont camper devant la porte. Léo ne pourra pas aller à l'école demain sans être harcelé. Et où veux-tu que j'aille ? Je n'ai pas de château fort, moi. Viens chez moi, proposa-t-il.
Bah pour vivre, juste pour quelques jours, le temps que mes avocats obtiennent les injonctions d'éloignement et que la pression retombe. C'est une forteresse. Personne ne rentre. Vous serez en sécurité. Élise hésita. Aller chez lui, c'était entrer dans la gueule du loup. C'était accepter que leur vie se mélange. Mais elle regarda Léo, épuisé, et entendit les cris dehors. « Juste pour la sécurité, dit-elle. Pas pour autre chose. Tu dors dans une autre aile, et dès que ça se calme, on rentre. »« Promis, dit Adrien. Il sortit son téléphone pour appeler sa sécurité rapprochée. « Préparez l'évacuation, ordonna-t-il. Sortie arrière. Je veux 2 voitures banalisées. Maintenant. » En regardant Élise préparer un sac à la hâte, Adrien comprit que le scandale qui venait d'éclater n'était pas une catastrophe. C'était un catalyseur. Le destin, ou peut-être simplement le chaos, les forçait à cohabiter. Il allait avoir sa chance. Il allait devoir prouver qu'il pouvait être autre chose qu'un patron ou un carnet de chèques. Il allait devoir être un père et, peut-être, un mari digne de ce nom. Mais alors qu'il s'apprêtait à descendre, il vit une enveloppe dépassée d'un des tiroirs ouverts par Élise dans sa précipitation. Une enveloppe avec le sceau de Marshall Innovations, mais vieille, jaunie, l'écriture de son père. Il fronça les sourcils, mais ne dit rien. Un autre secret dormait ici. Mais pour l'heure, il fallait fuir. L'ascenseur privé s'ouvrit avec un chuintement presque imperceptible, révélant un espace qui tenait plus de la galerie d'art contemporain que du foyer familial. Adrien entra le premier, posant le sac de voyage d'Élise sur le sol en marbre noir veiné de blanc. « Nous y sommes », dit-il, sa voix résonnant étrangement dans le vaste volume du salon cathédral. Élise franchit le seuil, tenant fermement la main de Léo. Le petit garçon, d'ordinaire si vif, restait collé à sa mère, intimidé par la démesure des lieux. Devant eux, une baie vitrée de 6 mètres de haut offrait une vue vertigineuse sur les lumières scintillantes de Paris. C'était beau, indéniablement. Mais c'était une beauté froide, clinique, dénuée de toute âme. « C'est grand », murmura Élise, cherchant un mot qui ne soit pas blessant. « C'est calme », corrigea Adrien. « C'est ce qu'il faut. » Il fit quelques pas, allumant d'un geste sur une tablette domotique une ambiance lumineuse, tamisée. « Il y a 2 chambres d'amis dans l'aile ouest. Elles ont leur propre salle de bain. Vous serez tranquille. Je resterai de l'autre côté. » Léo lâcha la main d'Élise et fit quelques pas hésitants sur le sol brillant. Il regarda autour de lui, cherchant un repère familier. Il n'y avait pas de photos, pas de coussins colorés, pas de livres qui traînaient. Juste des sculptures en métal, des canapés en cuir blanc immaculé et des surfaces vides. « Y a pas de jouets ?» demanda-t-il, sa voix trahissant une inquiétude grandissante. Adrien se figea. Il réalisa soudain l'absurdité de la situation. Il avait amené un enfant de 3 ans dans un endroit conçu pour des réceptions d'affaires et des nuits solitaires. Il n'y avait même pas un paquet de gâteaux dans les placards, seulement du café en grains et des bouteilles de vin millésimées. « Je ferai livrer des choses demain, promit-il maladroitement. Élise s'accroupit pour rassurer son fils. « Ce n'est pas grave, mon chéri. On a apporté ton doudou et tes voitures dans le sac. On va faire comme si on campait dans un château de glace, d'accord ?» L'image du château de glace fit sourire Léo, mais elle envoya une pointe douloureuse au cœur d'Adrien. C'était exactement ça. Il était le roi gelé de ce royaume vide. L'installation fut rapide et silencieuse. Élise transforma la chambre d'amis impersonnelle en un cocon de fortune, disposant les quelques affaires de Léo pour marquer le territoire. Adrien, lui, errait dans son salon comme un intrus, déplaçant un vase, redressant un cadre, ne sachant que faire de son corps. Vers 20 heures, la faim se fit sentir. « Je vais commander quelque chose », proposa Adrien en apparaissant dans l'encadrement de la porte de la chambre. « Qu'est-ce qu'il aime ?»« Les pâtes », répondit Élise sans lever les yeux du pyjama qu'elle enfilait à Léo. « À la tomate, sans choses vertes dedans. » Le dîner fut une scène surréaliste. Ils mangèrent des tagliatelles de luxe livrées par un traiteur italien, assis autour d'une table en verre prévue pour 12 personnes. Le silence n'était brisé que par le bruit des fourchettes et les commentaires innocents de Léo sur la hauteur de la tour. Une fois Léo couché et endormi, épuisé par les émotions de la journée,
Élise rejoignit Adrien dans le salon. Il était debout face à la baie vitrée, un verre d'eau à la main, contemplant la ville qui ne dormait jamais. Elle s'arrêta à quelques mètres de lui. L'adrénaline de la fuite était retombée, laissant place à une fatigue immense et à une tension palpable. « Merci », dit-elle doucement, « pour la sécurité. » Adrien se tourna. Il avait retiré sa veste, et pour la première fois, il semblait vulnérable, dépouillé de son armure. « C'est le moins que je puisse faire. C'est ma faute s'ils sont là. » Il hésita, tournant son verre entre ses doigts. « Élise, avant de partir de chez toi, j'ai vu l'enveloppe. Dans le tiroir. » Élise se raidit imperceptiblement. Elle savait de quoi il parlait. « L'enveloppe jaune, celle avec l'écriture de mon père. » Elle soupira, croisa les bras pour se donner une contenance et s'approcha de la vitre, se plaçant à côté de lui sans le toucher. « Je me demandais quand tu poserais la question. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Il t'écrivait? » « Il m'a écrit une seule fois, 3 mois après ton départ, quand il a su pour la grossesse. » Adrien posa son verre. Son père, Henri Marchal, avait été un homme dur, exigeant, qui avait modelé Adrien à son image, efficace et impitoyable. L'idée qu'il ait entretenu une correspondance avec la femme qu'Adrien avait rejetée le perturbait profondément. « Tu veux la lire ?» demanda-t-elle. « Je l'ai prise avec moi. » Sans attendre sa réponse, elle sortit l'enveloppe pliée de la poche de son gilet. Le papier était usé aux pliures, signe qu'il avait été lu et relu maintes fois. Elle la lui tendit. Adrien la prit avec appréhension. Il reconnut l'écriture anguleuse, l'encre noire. Il sortit le feuillet unique et lut. « Ma chère Élise, si vous lisez ceci, c'est que vous avez eu le courage de refuser mon aide financière directe, ce qui ne fait que confirmer ce que je pensais. Vous êtes bien trop digne pour cette famille. Je ne vous demande pas de pardonner à Adrien. Je l'ai élevé pour être un conquérant, pas un homme. J'ai commis l'erreur de croire que le succès suffirait à remplir une vie. Je vois aujourd'hui, en vous regardant porter son enfant, que j'ai échoué sur l'essentiel. Protégez cet enfant de notre froideur. Ne le laissez pas devenir comme nous. Et si un jour Adrien revient, car il reviendra, la solitude finit toujours par ramener les hommes vers la lumière. Donnez-lui une chance, non pas pour lui, mais pour que mon petit-fils puisse peut-être lui apprendre ce que je n'ai pas su lui transmettre. Henri. Adrien relut la lettre 2 fois. Les mots « J'ai échoué » écrits de la main de son père, cet homme qui n'avait jamais admis la moindre faiblesse, le frappèrent de plein fouet. Il sentit une brûlure derrière ses paupières. Henri savait. Henri avait vu ce qu'Adrien était incapable de voir à l'époque, sa propre vacuité émotionnelle. « Il pensait que je ne pourrais pas être un bon père », murmura Adrien, la voix enrouée. « Non », corrigea Élise doucement, « il pensait que tu ne savais pas comment faire, et il espérait que tu apprendrais. » Elle posa une main hésitante sur son avant-bras. Le contact était léger, mais il envoya une onde de chaleur à travers le corps glacé d'Adrien. Il avait raison, Élise. Regarde-moi. Je suis dans un appartement à 10 millions d'euros et je n'ai même pas un jouet pour mon fils. Je ne sais rien faire d'autre que signer des chèques et donner des ordres. Il se tourna vers elle et la détresse dans ses yeux était totale. Comment on fait? Comment on apprend à être humain? Élise le regarda longuement. Elle revit l'homme qui avait porté Léo sur ses épaules pour qu'il voie les singes. Elle revit l'homme qui avait paniqué en voyant son fils pleurer. La carapace était brisée. « On commence par éteindre la tablette », dit-elle en désignant le mur de contrôle domotique. « Et on accepte que tout ne soit pas parfait. On accepte le désordre. » Elle lui prit la lettre des mains et la replia soigneusement. « Ton père t'a laissé une porte de sortie, Adrien. Il t'a laissé le droit de changer. La question est-ce que tu veux rester le PDG de Marchal Innovation dans ta tour, ou est-ce que tu veux être le père de Léo? »« Je veux être son père, » répondit-il sans une seconde d'hésitation. « Alors, demain, dit-elle avec un petit sourire en coin, tu vas devoir apprendre à faire des crêpes, parce que c'est ce que Léo veut le dimanche matin. Et je ne t'aiderai pas. » Pour la première fois de la soirée, Adrien sourit. Un vrai sourire, fatigué mais sincère. « Des crêpes, je devrais pouvoir gérer ça. C'est juste de la chimie, non? C'est de l'amour, Adrien. Et beaucoup de beurre. » Dehors, la nuit enveloppait Paris, mais à l'intérieur de la forteresse de verre,
La température venait de remonter de quelques degrés. Ils n'étaient pas encore une famille, loin de là, mais ils n'étaient plus des ennemis. Ils étaient deux parents essayant de naviguer dans l'inconnu, sous le regard bienveillant d'un grand-père qui avait compris trop tard que la richesse ne se comptait pas en zéro sur un compte en banque. Le dimanche matin se leva sur la Défense avec une clarté trompeuse. Derrière les vitres blindées du penthouse, le soleil hivernal inondait la cuisine ultramoderne d'une lumière crue, révélant un spectacle que personne, pas même le plus imaginatif des journalistes People, n'aurait pu prédire. Adrien Marchal, l'homme qui murmurait à l'oreille des marchés boursiers, était en guerre. Son adversaire n'était pas un concurrent hostile ni un régulateur fiscal, mais un saladier en inox, rempli d'une substance jaunâtre et grumeleuse. Il portait un t-shirt blanc immaculé, enfin, il l'avait été une heure plus tôt, et un pantalon de jogging gris. Sur son nez, une trace de farine marquait une virgule blanche incongrue. Il tenait un fouet comme s'il s'agissait d'une arme létale, consultant frénétiquement une tablette posée sur le plan de travail en marbre noir. « Laissez reposer la pâte 30 minutes », lut-il à voix haute, dubitatif. « Est-ce que la pâte a vraiment besoin de se reposer? C'est de la farine et du lait, pas un employé en burn-out. » Un rire étouffé le fit sursauter. Il se retourna pour voir Élise appuyée contre l'encadrement de la porte. Elle portait un de ces pulls en cachemire qu'elle avait emprunté dans le dressing, les manches trop longues couvrant ses mains, ses cheveux en bataille, encadrant un visage encore chiffonné par le sommeil. Elle l'observait avec un mélange d'amusement et de tendresse qu'il ne lui avait jamais vu. La chimie a ses raisons que la raison ignore, monsieur le PDG, taquina-t-elle en s'approchant. Je crois que j'ai mis trop d'œufs, avoua-t-il, désignant le désastre culinaire. La recette disait 3, mais il me semblait petit, alors j'ai fait une règle de 3 et... Adrien, l'arrêta-t-elle en posant doucement sa main sur son poignet pour lui prendre le fouet. Arrête de réfléchir. C'est des crêpes, pas de la physique quantique. À ce moment-là, une petite tornade en pyjama à motif de dinosaure fit irruption dans la cuisine. « Mangez !» cria Léo, grimpant maladroitement sur l'un des hauts tabourets du bar. Adrien se figea. La présence de Léo dans cet espace stérile agissait toujours comme un choc électrique. « Ça arrive, bonhomme », dit Adrien, tentant de masquer son anxiété de performance. « Maman va sauver la situation. »« Non », corrigea Élise en lui redonnant le fouet. « C'est toi le chef ce matin, je suis juste la consultante. Vas-y, verse. » La première crêpe fut un échec cuisant, une masse informe et brûlée qui finit sa course dans la poubelle design. Léo éclata de rire. « Ah, c'est tout noir !» Adrien sentit ses oreilles chauffer, mais étrangement, il ne ressentait aucune humiliation, juste une envie pressante de réussir pour entendre ce rire à nouveau. La deuxième fut comestible, la troisième, presque ronde. À la cinquième, Adrien fit sauter la crêpe. Elle retomba parfaitement au centre de la poêle. « Waouh !» fit Léo, les yeux écarquillés. « Encore !» Pendant l'heure qui suivit, la cuisine qui n'avait jamais servi qu'à réchauffer des cafés devint un champ de bataille joyeux. Il y avait du sucre sur le sol, du chocolat sur les joues de Léo et une pile de crêpes dorées qui fumait au centre de la table. Lorsqu'ils s'assirent enfin pour manger, un silence satisfait s'installa. Adrien regarda son fils mordre à pleines dents dans une crêpe ruisselante de confiture. Il regarda Élise qui buvait son café en souriant, le regard perdu vers l'horizon parisien. Il réalisa alors quelque chose de terrifiant. Il était heureux. Ce n'était pas l'euphorie de la signature d'un contrat. C'était un bonheur calme, ancré, presque banal. Et il savait que ce bonheur était éphémère. L'après-midi, alors que Léo faisait la sieste, épuisé par sa consommation de sucre, l'atmosphère changea subtilement. La bulle de protection commençait à se fissurer sous la pression de la réalité. Adrien trouva Élise dans le salon, en train de plier les vêtements de Léo qu'elle avait lavés. « J'ai eu Vasseur au téléphone », dit-il en s'asseyant sur le canapé opposé. Élise s'immobilisa, un petit t-shirt entre les mains. Et les avocats ont obtenu une injonction. Les photographes ont l'ordre de quitter la rue de Ménilmontant sous peine de poursuites lourdes. Le périmètre est sécurisé. C'était la nouvelle qu'ils attendaient, la fin du siège, le retour à la normale.
C'est bien, dit Élise, mais sa voix manquait d'enthousiasme. Ça veut dire qu'on peut rentrer. Oui, vous pouvez rentrer. Le silence qui suivit fut lourd, chargé de non-dits. Adrien se leva et alla vers la fenêtre, tournant le dos à la pièce pour cacher le trouble qui l'envahissait. Il avait passé 3 ans à fuir l'idée d'une famille, et maintenant qu'il l'avait eue sous son toit pendant 24 heures, l'idée qu'il parte lui était insupportable. « Je ne veux pas que ça s'arrête là, Élise, » dit-il, sans se retourner. « De quoi tu parles? Des crêpes ?» Il se retourna brusquement. « Je parle de nous, de Léo, de toi. » Élise posa le linge et le regarda droit dans les yeux. Elle n'était plus la jeune fille impressionnable, ni la mère lionne en colère. Elle était une femme fatiguée qui avait peur d'espérer. Il n'y a pas de nous, Adrien. Il y a des parents qui cohabitent pour une crise. Tu as fait des efforts, je le reconnais. Tu as été surprenant. Mais on ne construit pas une vie sur un week-end et une lettre d'un père mort. Pourquoi pas, insista-t-il, s'avançant vers elle. Pourquoi ne pas essayer? Je peux changer. Je suis en train de changer. Parce que j'ai peur, Adrien, lâcha-t-elle, sa voix tremblant soudain. J'ai peur que ce ne soit qu'un jeu pour toi, une nouvelle expérience, le projet paternité. Et quand la nouveauté s'estompera, quand Léo fera une crise au supermarché, quand je serai fatigué et moche, est-ce que tu redeviendras le glaçon du Negresco? Est-ce que je me réveillerai un matin avec un autre mot sur l'oreiller? Ces mots frappèrent juste. C'était la peur fondamentale d'Élise. L'abandon. Adrien s'arrêta à quelques centimètres d'elle. Il pouvait sentir son parfum, une odeur simple de savon et de vanille qui lui rappelait le jardin des plantes. « Je ne peux pas te promettre que je ne ferai pas d'erreur, » dit-il doucement. « Je suis maladroit, je suis égoïste par habitude. Mais je peux te promettre une chose, je ne partirai plus. » Il prit une inspiration, cherchant le courage de dire ce qu'il n'avait jamais avoué à personne. « Quand je suis parti à Nice, je n'ai pas fui parce que je ne t'aimais pas, ou parce que tu ne me plaisais pas. J'ai fui parce que tu étais trop vrai. Tu avais cette lumière, cette chaleur. Et moi, je me sentais vide à côté de toi. J'ai eu peur que tu réalises que je n'étais qu'une coquille vide et que tu me méprises. Alors j'ai préféré partir avant d'être rejeté. » Élise écarquilla les yeux. C'était la première fois qu'il baissait totalement la garde. L'homme puissant avouait sa propre insécurité. « Tu m'as brisé, Adrien, » murmura-t-elle. « Je sais, et je passerai le reste de ma vie à essayer de recoller les morceaux, si tu me laisses faire. » Il tendit la main, paume ouverte, entre eux. Une invitation. Pas un ordre, pas un contrat. Juste un choix. « Reste, » proposa-t-il. « Pas pour toujours, si c'est trop effrayant. Juste pour le dîner, pour ce soir. Ne repars pas à Belleville tout de suite. Laisse-moi encore une soirée pour être le père de Léo. Et peut-être un tout petit peu ton mari. » Élise regarda cette main. Elle portait encore une fine trace de farine sur le pouce. C'était une main d'homme imparfait. Elle pensa à son petit appartement vide. Elle pensa aux yeux brillants de Léo quand Adrien avait fait sauter la crêpe. Elle pensa à son propre cœur qui, contre toute raison, battait un peu plus fort. Elle ne prit pas sa main tout de suite, mais elle ne recula pas non plus. « Pour le dîner, » concéda-t-elle doucement. « Mais c'est toi qui fais la vaisselle. » Adrien sourit, un sourire de soulagement immense qui illumina son visage austère. Marché conclu. Alors que le soleil se couchait sur Paris, teintant le ciel de violet et d'or, la forteresse de verre semblait un peu moins froide. Mais Adrien savait que le plus dur restait à venir. Convaincre Élise de rester pour un dîner était une victoire tactique. La convaincre de lui donner son cœur à nouveau serait la bataille de sa vie. Et il ignorait encore que le destin lui réservait une dernière épreuve, une révélation qui allait tester la solidité de ce lien fragile qu'il venait à peine de tisser. Le mardi matin arriva avec une froideur administrative. La parenthèse enchantée du dimanche, avec ses crêpes et ses rires, semblait déjà loin, dissoute par le retour implacable de la réalité. Les avocats avaient confirmé que la rue de Ménilmontant était dégagée. Le siège médiatique était levé. Il n'y avait plus aucune raison objective pour qu'Élise et Léo restent dans la forteresse de verre. Élise était dans la chambre d'amis, pliant méticuleusement les vêtements de Léo. Chaque geste était lourd, empreint d'une tristesse qu'elle s'efforçait de cacher.
Léo, assis sur le lit, balançait ses jambes, serrant contre lui un petit ours en peluche qu'Adrien avait fait livrer la veille par coursier express. « On rentre à la maison ?» demanda l'enfant pour la 5e fois. « Oui, mon chéri. On rentre voir Tata Claire. Mais Adrien, il vient avec nous ?» Élise se figea, une petite chaussette à la main. « Non, Léo, Adrien habite ici. C'est sa maison. Elle est trop grande pour lui tout seul. » décréta l'enfant avec une logique implacable. Dans le grand salon, Adrien tournait en rond comme un animal en cage. Il devait se rendre au bureau, signer des contrats, rassurer les actionnaires sur sa stabilité mentale après le scandale. Mais il ne parvenait pas à franchir la porte. L'idée que l'appartement redevienne silencieux lui était physiquement insupportable. Il cherchait un prétexte, n'importe quoi pour gagner du temps. Un document à signer, une formalité oubliée. Il se souvint soudain des papiers officiels nécessaires pour la reconnaissance de paternité anticipée que Vasseur réclamait. Il lui fallait le livret de famille d'Élise ou, à défaut, des documents prouvant sa filiation. Il se dirigea vers le vieux secrétaire en acajou de son père, un meuble imposant qu'il avait gardé dans un coin du bureau personnel, plus par superstition que par goût. Henri y rangeait toujours les documents sensibles de la famille, ceux qui ne devaient pas passer par les mains des assistants. Adrien ouvrit le lourd cylindre de bois. Une odeur de vieux papier et de tabac froid s'en échappa, fantôme olfactif de son père. Il fouilla dans les dossiers suspendus. Actes de propriété, titres boursiers, testament. Sa main heurta une boîte en métal au fond du tiroir du bas. Elle n'était pas verrouillée. Curieux, il souleva le couvercle. Son cœur manqua un battement. À l'intérieur, il n'y avait pas de lingots ou de bijoux. Il y avait des enveloppes, une dizaine, toutes de la même couleur bleu pâle, toutes adressées à Monsieur Adrien Marchal, à l'adresse du siège social de Lyon, puis redirigées ici, toutes ouvertes. Il reconnut immédiatement l'écriture. Fine, déliée, un peu tremblée par endroits. L'écriture d'Élise. Les dates sur les cachets de la poste remontaient à 3 ans. Les mois qui avaient suivi leur séparation. Les mains tremblantes, Adrien saisit la première lettre, datée d'1 mois après Nice. Il sortit le papier et lut. « Adrien, je ne sais pas si tu liras ceci. Je suis rentré à Paris. Je voulais te dire que je ne t'en veux pas pour ton départ. Je comprends que ce mariage était un poids. Mais il s'est passé quelque chose. J'ai besoin de te parler. Ce n'est pas pour l'argent, c'est pour nous. Rappelle-moi, s'il te plaît. » Il prit la suivante. 2 mois plus tard. « Je suis enceinte, Adrien. C'est un garçon. Je ne veux rien de toi, sauf que tu saches. Il mérite de savoir qui est son père. Je t'en supplie, ne m'ignore pas. Dis-moi juste si tu veux faire partie de sa vie, ou si je dois disparaître. Ton silence me tue plus que ton absence. » La 3e. Juste après la naissance. Il s'appelle Léo. Il a tes yeux. Je cesse de t'écrire après celle-ci. J'ai compris le message. Ton silence est ta réponse. Je l'élèverai seul. Adieu, Adrien. Adrien s'effondra sur la chaise de bureau, les lettres éparpillées devant lui comme des feuilles mortes. Il ne savait pas. Il n'avait jamais reçu ces lettres. Son père. C'était l'œuvre d'Henri. Il avait intercepté le courrier. Il avait lu la détresse d'Élise, l'annonce de la grossesse, et il avait décidé, froidement, de garder le silence. Pourquoi? Pour protéger la fusion? Pour laisser Adrien se concentrer sur l'expansion internationale? Ou peut-être, comme il l'avait écrit dans sa dernière lettre, parce qu'il pensait qu'Adrien n'était pas prêt? La rage le submergea, suivi immédiatement d'une vague de soulagement dévastatrice. Élise ne lui avait pas caché Léo par vengeance. Elle avait essayé de le lui dire. Elle avait tendu la main, encore et s'était heurtée à un mur de silence qu'elle croyait venir de lui. Elle pensait qu'il savait et qu'il s'en fichait. C'était pour cela qu'elle avait tant de colère en elle. Elle croyait qu'il avait rejeté son fils en toute connaissance de cause. Il rassembla les lettres d'un geste brusque et courut vers la chambre d'amis. Élise fermait la valise quand il entra en trombe, le visage décomposé, le souffle court. « Adrien, qu'est-ce qu'il y a? Tu es tout pâle. » Il ne répondit pas. Il lui tendit le paquet d'enveloppes bleu pâle. Élise regarda les lettres et ses yeux s'écarquillèrent. Elle porta une main à sa bouche, étouffant un cri de surprise. « Tu les as gardés ?» balbutia-t-elle. « Tu les as lus et tu ne m'as jamais répondu ?»« Non !»
s'écria Adrien avec force, s'avançant pour lui prendre les mains. Non, Élise, je ne les avais jamais vus. Jamais. Je viens de les trouver dans le bureau de mon père. Élise le fixa, cherchant la vérité dans ses yeux gris. Elle y vit une douleur brute, une honte sincère. Ton père, il les a interceptés, il les a cachés. Je te le jure sur la tête de Léo, Élise. Je ne savais pas. Si j'avais lu une seule de ces lignes, si j'avais su que tu m'attendais, que tu étais enceinte, j'aurais traversé l'enfer pour revenir. Les larmes montèrent aux yeux d'Élise. Pendant 3 ans, elle avait vécu avec la certitude qu'Adrien était un monstre d'indifférence. Elle s'était construite sur cette haine, sur cette douleur d'avoir été ignorée alors qu'elle portait la vie. Et tout cela n'était qu'un malentendu orchestré par un vieil homme qui pensait contrôler le destin. « Tu ne savais pas », répéta-t-elle doucement, comme pour s'en convaincre elle-même. « Je croyais que tu étais parti parce que tu me détestais, » avoua Adrien. « Et toi, tu croyais que je t'ignorais par cruauté. On a perdu 3 ans à cause de mensonges et de silences qui n'étaient pas les nôtres. » Léo, sentant l'intensité du moment, s'approcha d'eux et tira sur le pantalon d'Adrien. « Tu pleures, Adrien ? Pourquoi tout le monde pleure ?» Adrien s'agenouilla devant son fils. Il ignora les larmes qui coulaient sur ses joues, une première pour cet homme qui ne pleurait jamais. Il prit Léo dans ses bras, le serrant fort, puis il leva les yeux vers Élise. « Je ne peux pas changer ce que mon père a fait. Je ne peux pas changer le passé. Mais maintenant je sais que tu as essayé, je sais que tu ne voulais pas m'exclure. » Il se releva, tenant toujours la main de Léo, et fit face à Élise. « Ne pars pas, dit-il. Pas aujourd'hui, pas comme ça. Adrien, la voiture est en bas, annule-la. Élise, pendant 3 ans, tu as cru que je ne voulais pas de toi. Et moi, je croyais que je ne méritais personne. Mais ces lettres prouvent une chose. Il y a eu un moment où tu voulais que je sois là. Est-ce que ce moment est vraiment mort ?» Élise regarda les lettres froissées dans la main d'Adrien. Ces mots d'amour et de détresse qu'elle avait écrits il y a si longtemps. Elle pensait que cet amour était mort, étouffé par le silence. Mais s'il n'y avait jamais eu de silence volontaire, alors peut-être que la braise était encore chaude sous la cendre. Elle regarda Léo qui passait de l'un à l'autre avec espoir. Elle regarda Adrien dépouillé de son arrogance, offrant sa vérité nue. « 1 semaine, dit-elle enfin, sa voix tremblante mais claire. Adrien cligna des yeux, n'osant y croire. « Quoi ? On reste 1 semaine de plus, ici, pour voir si l'homme qui n'a pas reçu ces lettres est capable d'y répondre aujourd'hui. » Un sourire immense, libérateur, éclaira le visage d'Adrien. « Je passerai chaque minute de cette semaine à écrire cette réponse, Élise. Je te le promets. » Il jeta les vieilles lettres dans la corbeille à papier. Elles appartenaient au passé, à l'époque des malentendus et de la douleur. Ce qui comptait maintenant, c'était la page blanche qui s'ouvrait devant eux. Mais alors qu'Élise posait sa valise, Adrien sut qu'il ne lui restait qu'une seule chose à faire pour sceller cette nouvelle promesse. Un geste qui prouverait définitivement qu'il n'était plus le fils obéissant d'Henri Marchal, mais un homme libre. Et ce geste, il le ferait demain, devant le monde entier. Le grand auditorium de Marshall Innovation bourdonnait comme une ruche en colère. Des centaines de journalistes, caméras à l'épaule et micros tendus, s'entassaient dans la salle. L'odeur de l'électricité statique et de l'anticipation nerveuse saturait l'air. Ils attendaient du sang. Ils attendaient la chute de l'icône, ou au moins une bataille juridique sordide étalée en public. Dans les coulisses, Adrien ajustait sa cravate. Ses mains ne tremblaient pas. Pour la première fois de sa carrière, il n'allait pas vendre un produit, ni présenter des résultats trimestriels. Il allait vendre sa vérité. Élise était là, debout dans l'ombre d'un rideau de velours lourd. Elle tenait Léo dans ses bras. Le petit garçon, impressionné par le bruit, enfouit son visage dans le cou de sa mère. « Tu n'es pas obligé de faire ça », murmura-t-elle quand Adrien s'approcha d'eux pour un dernier regard avant d'entrer en scène. « On peut juste laisser passer l'orage. » Adrien secoua la tête, un sourire triste mais déterminé aux lèvres. « L'orage ne passe pas si on ne change pas le climat, Élise. J'ai vécu dans le silence trop longtemps. Mon père a bâti cet empire sur des secrets. Je veux le bâtir sur la transparence. Pour Léo, pour toi. » Il embrassa le front de son fils, effleura la main d'Élise avec une tendresse qui n'avait plus rien de maladroit,
et monta sur l'estrade. Le silence se fit instantanément. Les flashs crépitèrent. Une tempête blanche aveuglante. Adrien s'approcha du pupitre. Il ne sortit aucune note. Il regarda la foule, puis fixa l'objectif de la caméra principale, comme s'il parlait directement à ceux qui le jugeaient derrière leurs écrans. « Bonjour. Je vous ai réunis aujourd'hui pour clarifier la situation concernant ma vie privée. » Commença-t-il d'une voix calme. Il marqua une pause. « Il y a 3 ans, j'ai commis la plus grande erreur de ma vie. J'ai quitté ma femme, Élise. Non pas parce que je ne l'aimais pas, mais parce que j'avais peur d'aimer. J'ai fui mes responsabilités d'homme pour me réfugier dans mes responsabilités de patron. » Un murmure parcourut la salle. Adrien Marchal, avouant une faiblesse? C'était inédit. « Récemment, j'ai découvert que j'avais un fils, Léo. Certains d'entre vous ont spéculé sur une dissimulation, sur une famille cachée. La vérité est plus simple et plus douloureuse. La vie nous a séparés par des malentendus que je n'ai pas su dissiper à temps. Mais aujourd'hui, je suis ici pour vous dire que Marchal Innovations n'est plus ma priorité absolue. » Le choc fut palpable. Des journalistes financiers se levèrent presque de leur siège. « Je reste PDG, continua Adrien, levant une main pour apaiser la foule. Mais je vais déléguer une partie de mes fonctions opérationnelles. Je vais prendre le temps que je n'ai jamais pris. Je vais apprendre le métier le plus difficile du monde, être un père présent. Ma femme et mon fils ne sont pas des accessoires de ma réussite. Ils sont ma réussite. Et à partir de maintenant, quiconque tentera de violer leur intimité aura affaire non pas à un avocat, mais à un mari et un père qui protégera les siens. » Il recula d'un pas, signifiant que la conférence était terminée. Pas de questions, juste une déclaration d'intention, une promesse publique gravée dans le marbre médiatique. Quand il revint dans les coulisses, Élise avait les yeux brillants. Elle ne dit rien, mais elle s'approcha de lui et, devant son assistante Sophie et les gardes du corps, elle l'embrassa. Ce n'était pas un baiser de cinéma, c'était un baiser de réconciliation, scellant un pacte muet. Les mois qui suivirent ne furent pas un long fleuve tranquille. Il y eut des ajustements, des frictions. Adrien dut apprendre la patience. Il dut apprendre que Léo ne fonctionnait pas comme un logiciel. On ne pouvait pas programmer ses crises de larmes ou ses envies de jouer à 3 heures du matin. Adrien quitta progressivement sa forteresse de verre le soir pour passer du temps dans le petit appartement de Belleville avant qu'il ne décide, d'un commun accord, de chercher une maison. Une vraie maison, avec un jardin, ni à la Défense, ni au-dessus de la boulangerie, mais quelque part entre les deux. Un terrain neutre où construire leur nouvelle histoire. Adrien tint sa promesse. Il était là pour les dîners. Il était là pour les bains. Il apprit à changer une couche avec la dextérité d'un ingénieur. Il apprit à lire des histoires sans sauter les passages descriptifs pour aller plus vite. Mais le véritable tournant, le moment où Élise sut que le passé était définitivement révolu, arriva au printemps. C'était un mardi après-midi pluvieux. Élise rangeait des livres à la bibliothèque de la rue des Pyrénées. La clochette de l'entrée tinta, mais elle ne leva pas la tête tout de suite, absorbée par le classement des nouveautés. Quand elle se retourna enfin, il n'y avait personne au comptoir, juste le silence paisible des lieux. Pourtant, quelque chose avait changé sur son bureau. Posée bien en évidence sur son cahier de registre, il y avait une enveloppe. Pas une enveloppe bleu pâle, comme celle de ses lettres perdues. Une enveloppe blanche, simple, de qualité. Le cœur battant, elle s'approcha. À côté de l'enveloppe, il y avait un dessin aux traits hésitants, typique d'un enfant de 3 ans et demi, mais colorié avec une application féroce. On y distinguait 3 bonhommes têtards. L'un était grand, l'autre moyen, le troisième tout petit. Ils avaient de longs bras qui se rejoignaient. Au-dessus d'eux, un soleil jaune et une bande bleue qui représentaient la mer. Et écrit en bas, d'une écriture d'adulte guidant la main d'un enfant, « Nice ». Élise sourit, les larmes lui montant aux yeux. Elle ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur, un billet d'avion pour 3 personnes. Destination, Nice. Départ, le lendemain matin. Et une note manuscrite, de l'écriture anguleuse d'Adrien, mais qui semblait désormais plus ronde, plus douce. « Si vous le permettez, Madame Moreau, j'aimerais apprendre à être ce que je n'ai pas été.
J'aimerais effacer le souvenir d'une chambre vide et le remplacer par celui d'une famille complète. Retrouvez-moi là où tout a commencé pour que nous puissions enfin commencer vraiment. Élise pressa la lettre contre son cœur. Elle regarda par la vitrine de la bibliothèque. De l'autre côté de la rue, sous un parapluie noir, Adrien l'attendait. Il ne regardait pas son téléphone. Il la regardait, elle. Et à côté de lui, sautant dans les flaques avec ses bottes en caoutchouc jaune, Léo lui faisait de grands signes. Elle n'hésita pas une seconde. Elle laissa les livres en plan. Elle laissa son manteau sur la chaise. Elle sortit sous la pluie, traversa la rue en courant et se jeta dans les bras de l'homme qui avait su revenir. 3 jours plus tard, la promenade des Anglais était baignée d'une lumière dorée, celle des fins d'après-midi de mai qui rendent la Côte d'Azur magique. La mer était calme, d'un bleu turquoise, irréel. Les palmiers se balançaient doucement dans la brise tiède. Les touristes flânaient, mangeant des glaces, prenant des photos. Au milieu de la foule, ils avançaient. Adrien était à gauche, détendu, portant un chapeau de paille ridicule que Léo avait insisté pour qu'il achète. Élise était à droite, rayonnante dans une robe légère qui volait au vent. Et au milieu, tenant fermement la main de son père et celle de sa mère, Léo marchait en sautillant, tentant de ne pas marcher sur les lignes des pavés. Ils passèrent devant le Negresco. L'imposante façade blanche et son dôme rose se dressaient comme un rappel du passé. Élise leva les yeux vers les fenêtres du dernier étage. Elle se souvint de la jeune fille qui pleurait seule dans ce lit trop grand. Elle sentit une main presser la sienne plus fort. Adrien avait suivi son regard. Il s'arrêta. Il se tourna vers elle, ignorant la foule. « On ne dort pas là, dit-il doucement. J'ai loué une petite villa sur les collines, avec une cuisine pour faire des crêpes. » Élise rit, un rire clair et libéré qui se mêla au bruit des vagues. « C'est parfait, dit-elle. » Léo tira sur leurs mains, impatient. « Allez, on va à la plage. Je veux montrer la mer à mon ours. » Adrien et Élise échangèrent un regard complice, un regard chargé de 3 années de douleur, de pardon et d'un amour qui avait survécu au silence pour renaître plus fort, imparfait, mais indestructible. Ils reprirent leur marche, 3 mains liées, formant une chaîne ininterrompue face à l'horizon infini. Adrien n'était plus le PDG froid. Élise n'était plus la boulangère abandonnée. Ils étaient simplement une famille qui apprenait, pas à pas, à marcher au même rythme. Et tandis que le soleil descendait lentement dans la Méditerranée, Adrien sut qu'il avait réussi la plus belle fusion de sa carrière, celle de leurs 3 cœurs. Elle sourit, non pas parce qu'elle avait oublié, mais parce qu'elle croyait enfin que les gens changent quand le cœur apprend à écouter.